Wesh ma girl. Nom de Zeus. Super Radio Bros. C'est un dimanche sur 2 à 11h sur Twitch. Ah, t'as vu? Très très content, j'adore. Le podcast du jeu vidéo avec des bros. Pendant 1h30 et en replay sur YouTube, Spotify et tout ça, toi-même tu sais. Salut tout le monde. Vous pouvez dire salut hein. Et salut. Salut à alors, toi. Il faut laisser un point. Ah oui, un point sinon. Oui, il y a eu du brief. Il y a eu du gros brief pour éviter de saturer. Voilà, on va essayer de pas pourrir la totalité de l'internet avec le son trop fort pour moi. Bah oui, mais tant mieux. Pour nos auditeurs, ce sera bien mieux. Bien plus audible. Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième émission de Super Radio Bros, il me semble, radio qui parle jeux vidéo avec des bros. On se retrouve comme d'habitude un dimanche sur 2 à 11h en direct sur Twitch, parler jeux vidéo, rétro gaming, musique de jeu, discuter avec les copains, les invités, les chroniqueurs au fil des émissions et bien sûr avec vous dans le chat qui êtes toujours plus nombreux. Salut Chronica qui nous fait un petit coucou dans le chat actuellement. Bonjour Twitch pour ceux qui sont là en direct, bonjour YouTube pour ceux qui regarderont en différé dans le futur et bonjour les gens encore plus loin dans le futur sur les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, On dirait une hôtesse de l'air. iTunes, ouais carrément. Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, PodCloud, voilà, tous les liens sont dans la description. Et on a mis sur Deezer évidemment pour Jay qui est le seul à nous écouter sur Mais Deezer. n'importe quoi. J'en parlais avec justement un potière et en fait juste tous les gens qui étaient chez. Alors on dit une potière, pas un potière déjà. On en parlera tout à l'heure. Qui sont chez Orange depuis longtemps. En fait, tu prends ça parce que Ah ouais c'était Ah oui, chez c'est Orange vrai, au début. c'est vrai. Donc, Oui, mais c'est français. C'est français monsieur. peut-être. Deezer Non. Si, ah si, Si, oui. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Bah voilà. Cocorico, Sans le savoir, Tu participes à l'économie du pays. Exactement. Quand il écoute 10 heures, il met sa marinière et on dirait Popeye. Je vais vous présenter les deux fanfreluches qui discutent avec nous depuis quelques instants dans 2 minutes. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner, à liker, à faire toutes les petites choses, les cloches, tout ça. Partagez surtout, faites grandir la communauté. Il y a 2 semaines, on a de nouveau fait plus d'une centaine d'écoutes en 24 heures sur l'émission. Le but, c'est qu'on aille prochainement aux 200. Voilà, et donc ça sera grâce à vous si on peut y arriver. Merci d'ailleurs aux derniers abonnés de la chaîne Twitch, notamment Nku et je ne sais plus, il se reconnaîtra, mais il y en a 2 qui sont abonnés. C'est le pseudo ça, je sais plus se reconnaître. Oui, exactement. Retrouvez tous nos lives aussi sur la chaîne YouTube JV ou en cherchant Super Radio Bros sur les plateformes de podcast. Tous les liens sont en dessous. Et donc voici les bros de cette semaine. Ils ne sont que 2, vous pouvez le voir, mais comme c'est Yako qui est absent, on peut dire que c'est la moitié de l'effectif d'habitude. D'un côté, on a le taulier, hein, celui qui a déchaîné les passions lors de la dernière émission avec sa nouvelle chronique C'était mieux avant. La presse de droite a d'ailleurs fait un bel article sur lui avec ce titre, je cite: ce journalope de la mouvance islamo-bobo-gauchiste woke qui a détruit la génération Z. Dans les milieux autorisés, on dit de lui qu'il est le nouveau Zemmour, le charisme en plus. Salut Jay. Salut. Est-ce que cette description te convient? Une belle entrée en matière, j'avoue. Ça te convient bien? Ça me convient, ça me correspond pas tant que ça, Est-ce qu'il a le choix mais c'est marrant. Oui, non, ça te correspond complètement, il est modeste. À mon autre côté, il a pris une émission de repos pour se remettre en forme après un dry January qui lui a permis de découvrir des plaisirs simples de la vie quand on n'est pas alcoolisé, comme payer ses factures à temps, faire la gueule dans le bus, discuter de Koh-Lanta avec Brigitte à la machine à café. Bref, une vie de débauche qui n'a rien à envier à Pierre Palmade. C'est Jack, salut. C'était très très sale, mais moi je reste sur ma voix quand même. Ça, c'était très sale aussi. Ouais. Qui est le meilleur conducteur d'ailleurs entre Claude François et Pierre Palmade? Ouh là, ça dénonce pas du tout. Ouais, Conducteur parce qu'électriquement. Et vu qu'on va parler d'électronique On a aujourd'hui. compris. Salut Nku, merci de ton abo. Bah, c'est celui qui s'est abonné récemment, voilà. c'est pas bon, ça se prononce pas genre Nico, tu vois. Je sais pas, tu sais, moi je discute pas avec les gens du chat. Hein. J'attends En juste dehors- je récolte les thunes. Je récolte juste les abonnements, Et donc- les subs. Est-ce qu'on te présente aujourd'hui, JV, pour une fois comme ça n'aura pas besoin de te présenter tout seul? Bah, je me présente jamais, donc comme ça. Bah, c'est fantastique. Bah, on va te présenter. Alors, à une époque, dans les années 80, ils cherchaient un nom pour le nouveau loisir vidéoludique à base d'écran électronique. Et ils ont donné ton nom JV C'est vrai. pour jeux vidéo. Il C'est était vrai. là avant. Tu étais là pendant le crash de 83. C'est-à-dire toi qui as enterré la première cartouche E.T. Oui. Donc JV, sympathique Très, très organisateur, belle présentateur de l'émission. Belle improvisation, C'est merci. pas si mauvais, hein. Merci Jack. Mais ça, c'est la coke. On parle évidemment de la boisson. On va voir si tu seras aussi beau avec ta chronique après. la boisson rouge et blanche. Voilà. Au sommaire cette semaine, ouais Nico, d'accord Nico. Au sommaire cette semaine, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule évidemment dans 2 minutes. Dans 10 minutes, on va balayer l'actu avec évidemment la partie Psartec ou Balek. Hein, on va réexpliquer pour Jack moi, oui, bien comme sûr. d'habitude. Vers 11h40, la chronique musique, ce sera Jack cette fois. Le oui. sujet en un titre. Alors, le sujet en un titre, ça va être un peu chiant. Désolé pour les gros mots.
On va faire technique et musique, donc savoir comment on t'est construit. On va déjà se faire striker de YouTube, on peut arrêter là. En tout cas, on est, tu vends bien. Hein, non, mais je sais, je vends extrêmement bien. Non, alors c'est intéressant pour ceux qui ont grandi dans les années 80. Donc si vous avez grandi dans les années 90, prenez un dictionnaire, allez sur Wikipédia et je vous expliquerai tout ça. Et allez sur GameTrip, vous aurez plus d'infos aussi. Un peu avant midi, nos débats de la semaine. On va parler surtout de la politique et dans les jeux vidéo politique avec un grand P politique au sens global. Avec la sortie d'Hogwarts Legacy, il y a eu des débats un peu piquants ces derniers jours, on va dire. On va surtout débattre de ça et sur est-ce que le jeu vidéo doit se mêler avec la politique globalement ou est-ce qu'on doit laisser la vie réelle de côté quand on joue. Préparez vos arguments sur le plateau et aussi vous sur le chat, on attend évidemment vos avis. On en parle tout à l'heure juste avant le Café 80, l'actu du rétro gaming et évidemment en fin d'émission les gros bits à midi et quart, on s'affronte pour découvrir et Jay qui rigole à chaque fois. Mon visage c'est clair. Oui, c'est marrant. C'est incroyable. En fait, moi je le sens même, tu vois. J'entends juste le truc, j'ai un petit sourire en coin. Oui, non mais c'est ça. Je suis vraiment un débile. Non, c'est ton moment, tu vois, il faut savoir savourer quand même ce genre de petite victoire. Et on saura qui doit payer son tacos évidemment à la fin de la saison. Et on va commencer donc comme d'habitude avec les coups de gueule et les coups de cœur. Les coups de cœur et les coups de gueule. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que Jack t'en as un ou tu total impro là? Encore une fois, vous êtes en impro tous les deux ? Non, moi j'ai. Alors commence alors du coup. Ok. Allez. Vas-y. Moi du coup, alors l'autre fois on a fait un peu du mainstream, c'était du Hogwarts Legacy. Là ça va être du Power Wash Simulator. Alors, on est dans du. Floralis, elle est pas là aujourd'hui. Mais alors j'avais pas vu la news quand ça avait été annoncé il y a 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Et il y a eu donc si vous avez suivi, il y a un mois, il y a eu un espèce de DLC Tomb Raider qui a été annoncé sur Power Wash Simulator. C'est sorti d'ailleurs, non ? Oui, bien sûr. Ouais. Et donc où on pouvait donc à la base on pouvait passer le Karcher sur Lara. Alors sur Lara, je crois, je l'ai pas fait pour le coup, mais il y a au moins le manoir de Lara. Est-ce que Lara est dedans et Karcher le petit vieux, est-ce qu'il y a le petit vieux qui est le majordome qui est Non, il y a pas de. Mais en fait sur tout le jeu au global, c'était c'est bizarre, j'avais jamais joué à ce genre de jeu. C'est vraiment les Simulartung dont on a tant parlé. Et pour le coup, j'avais joué 1 ou 2 fois avec un collègue et tout. C'est vrai que c'était assez marrant, c'était satisfaisant et c'est vraiment le genre de jeu où tu regardes une série en même temps et puis voilà, satisfaisant de voir la crasse dégagée et tout. C'est assez marrant. Et là du coup, donc ils ont annoncé le dernier truc, c'est du Final Fantasy VII. Et donc il y a 5 nouvelles maps entre guillemets, dont le bar de Tifa, dont il y a je crois qu'il y a une arme aussi à nettoyer. Il y a la moto. Et du coup, il y a l'air de jeu, je crois. Ouais, je sais, j'ai les 5 trucs, j'ai la flemme de rallumer le téléphone. Mais voilà, je trouve que ce qu'ils en font, en fait, c'est trop bien, parce que le jeu a été en plus hype sur Twitch un peu. Il y a tous les gros streamers français qui s'y sont mis un peu. Et j'aurais jamais pensé dire ça un jour de ce jeu, mais c'est kiffant. Puis c'est sur le Game Pass en plus, donc t'as pas besoin de t'emmerder et tout. Enfin, tu rejoins la communauté, ça y est. Non, alors je t'ai converti. Non, ça y est, on va pouvoir jouer à Police Simulator tous les deux, voilà. à Prison Simulator. Non, voilà. À Autobahn Non, parce que les Euro Truck Simulator, c'est toujours pas possible en fait. Oh là là. Non, si mais. tu toi un camion, par exemple, avec un Karcher, ça passe ? Oui. Parce que petit à petit, tu vas finir par t'y mettre. Je sais. Et si on C'est un ramène Scania, par exemple, un gros Scania. Ouais. Regarde, j'ai créé l'intérêt. Il est en train de gagner du temps, ce bâtard. Entre Tourcoing et Mont-de-Marsan. Ça t'arrange pas. Non, vraiment. Dis-moi plus sur les Karcher, s'il te plaît. Alors, je vais faire la mienne alors après, si t'as pas d'idée. Du coup, voilà, je trouve ça très très cool et c'est pas grand chose, mais c'est très cool. Bah oui, tu as complètement raison. Moi j'avais prévu un super coup de cœur sur WWE 2K23. Là c'est le 22 que j'ai là parce que j'ai joué au 22 finalement et je trouve ça super cool. Je me suis remis un petit peu à regarder le catch. Et tout. Ouais, donc c'est marrant. Mais du coup, entre temps, là tout à l'heure dans la route en venant, j'ai vu que Little Big Adventure aurait un reboot apparemment, un LBA 3 qu'on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent. Enfin si, il y a très longtemps ils ont dit il y avait c'était Adeline Software, donc c'était Rénal. Pas si longtemps, ça fait quand même 2-3 ans qu'ils en parlent avec à base de. Non mais déjà à l'époque ils voulaient à la fin du LBA 2 ils avaient déjà dit qu'éventuellement il y aurait un truc. Mais le 3 ça fait 2-3 ans que c'est dans les tuyaux, enfin on voit des trucs sur les réseaux sociaux. Hein. Et là du coup apparemment il serait question de réintroduire Twinsen et Zoé, donc les personnages du 2 sous la forme d'un reboot. C'est Didier Chanfray en personne qui détaille les circonstances de ce changement sur le site du projet apparemment. Donc c'est le cofondateur d'Adeline Software pour ceux qui ne savent pas, avec Frédéric Rénal. Et voilà, ils disent que... Et Michel Ancel aussi, non ? Et Michel en poivre, c'est son frère.
Apparemment ils ont les droits de la licence. J'ai pas tout lu, mais ils ont les droits de la licence. Ce serait Dotemu donc qui pourrait refaire sortir le 1 et le 2 sur Steam et GOG. Et du coup il y a un 3 apparemment qui serait en reboot. Et c'est dans les tuyaux, c'est bien avancé. L'objectif est de le sortir en 2024 pour les 30 ans du jeu. Déjà. Avec un nom qui s'appellerait Twin Suns Little Big Adventure. Moi j'ai les deux qui sont là en boîte. Non, ça c'est classe. Juste on les sortira tout à l'heure pour montrer à ceux qui s'intéressent. Voilà. Et ils disent en l'état, le studio doit encore rassembler une équipe en visant un noyau de 12 personnes. Pas de gros investisseurs en vue, selon Didier Chanfray. Le budget s'annonce plus serré que celui de LBA 2. Voilà, donc il faudra trouver des bonnes technologies et savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on en fait un vrai reboot, un truc un peu plus joli. Ouais, c'est un peu niche quoi. Ouais, bah après oui, c'était un jeu qui était pas. Moi je sais que j'ai vu passer, ils ont refait les vinyles de la musique il y a quelques années, il y a un an ou deux. Et du coup tu dis bon, s'ils sortent les vinyles, peut-être que derrière une histoire. En plus tu es dans les milieux autorisés de rétro gamers. LBA 3 c'est toujours une espèce de Madeleine de Proust. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle quand même. Et bon après c'est vrai que c'est hyper niche. Rien eu d'acté. Bah tu sais que le Monkey Island, le reboot, enfin le 4 là. Ouais, le nouveau quoi, le faux 3 même. Celui qui est sorti il y a pas longtemps, bah il a pas spécialement tant marché que ça quoi, parce que bah c'était quand même finalement très niche. Bah, on est quand même d'une époque où on prenait des disquettes et on les copiait, donc c'est pas nous le public cible, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, à toi, Jack, si t'as une idée. Mais fantastique. Bah moi je veux juste dire que je suis content d'une nouvelle sortie de Nintendo parce que j'ai découvert il y a un mois que j'étais un weeb. Alors à la différence que bon, je n'ai pas les petites statuettes de Sakura chez moi. Non, j'ai des vrais persos moi. Non, mais c'est Sylvanas, Thrall et compagnie, mais pas des. Il se défend. Ah, ça va. Ah non, mais c'était juste. Moi, je suis un weeb, mais je n'ai pas de figurine. Bref, donc avec les sorties de Pikmin 4 qui va sortir. Voilà, c'est la copie, c'est copier-coller du 3. Et tout. Enfin, il y a Diablo 4 aussi qui sort, qui est la copie du 3. Mais arrête, mais n'importe quoi, arrête de voir. Toi, regarde, je te lance un coup de gueule, je te donne de l'opportunité. Non, c'est parce que t'as rien à dire, c'est pour ça. Non, bien sûr, il y a un coup de cœur sur le fait que t'es weeb. Un coup de cœur sur le fait que t'es weeb. Non, il y a Octopus Traveler 2 qui sort aussi la semaine prochaine et je suis content aussi. Voilà, alors c'est la suite du 1, il devrait se ressembler. Il y a des trucs similaires. De toute façon, on parlera de Nintendo tout à l'heure. Ne t'en fais pas, on va parler de Nintendo. Il avait vraiment rien à dire. Avec toutes les annonces de la Nintendo Direct. Tu vois, moi je meuble aussi pour toi, même si on sait qu'on sera de nouveau à la bourre, donc du coup, tu vois, ça sert à rien de meubler. On pourrait directement passer. Civilization 7 évidemment, ça passe d'ailleurs, vous le voyez juste en dessous là de nous, il y a un live ticker avec toutes les dernières informations qu'on ne va pas traiter, mais voilà, et du coup il y a Civilization 7 dedans qui a été annoncé. Ça aurait pu être mon coup de cœur aussi, mais après c'est aussi très niche. C'est Rompige Time, Civilization. Oui, c'est la suite du 6 quoi. C'est la suite de tous les autres finalement. Ça ressemble vachement au 5 quand même. Je crois que le 4 je crois que j'ai joué au 1 ou 2 quand j'étais gamin et en fait depuis j'ai envie de le 4 était le meilleur. Le 5 était le meilleur. Non, mais alors il y avait des mecs qui aimaient bien le 2. Les parties de 25 heures, ça va les gars. Mais non, mais je faisais des parties speedrun de 30 minutes. Où je partais 30 heures. De 30 heures, je partais dans l'espace et tout. Speedrun de 30 heures. C'était au Moyen-Âge, il envoyait 2 bombes nucléaires, je te prie de me croire que ça dégage. Bah oui, tu pouvais. Le pire, c'est que tu pouvais vraiment faire ça. Donc la prochaine fois, quand vous avez des bonnes idées de coup de gueule ou coup de cœur, vous me les envoyez directement par mail. Civilization 7, c'est un bon choix. Voilà. Par mail sur jack@aol.com. Sur son Yim, Yahoo Messenger. J'ai mon IRC, c'est Jack57. On peut passer du coup à la suite, vu que vous avez tout dit, visiblement. J'avais juste un petit truc à rajouter parce que quand tu as reparlé de GOG, ça me fait penser que à l'époque mon père il disait GOG ça voulait dire les chiottes aussi. Oui, bah bien sûr. Oui, c'est vrai. Et du coup ça s'écrit pas pareil. Alors oui. Mais on pourrait penser que alors que c'est des bons jeux en plus qu'il y a sur GOG. C'est Witcher. C'est pas des jeux de merde. Bah non, justement. C'est les jeux de CD Projekt à la base. Bah oui, voilà. Bah GOG c'est Good Old Game, t'as tous les vieilleries là-dessus, non? Je crois que ça a commencé. Non, oui, il y avait. À l'époque, c'était Good Old Game. Oui, c'est toujours ça. Ils font les vieilleries. Des fois, ils te claquent un Goblins 2 ou des trucs comme ça. Des trucs insolites pour nous. DRM free, machin, où tu peux les télécharger sans rien. Ouais. C'est des trucs comme ça, mais bon, ils avaient innové en faisant ça à l'époque, mais maintenant tout le monde s'en fout. Mais voilà. Ouais, c'est vrai. Eh bien, nous allons passer à la chronique que Jack ne comprend jamais. Psartek ou Balek. Je rappelle rapidement, Psartek ou Balek, on va dire des informations qui sont tombées ces 2 dernières semaines. Soit on en parle, Psartek l'info, soit on en a rien à foutre, Balek l'info, et on passe à la suite. Ubisoft remporte le premier Grammy Award saluant la musique de jeux vidéo pour Assassin's Creed Valhalla. Ah, Psartek. Psartek. Et t'as monsieur musique. Monsieur musique qui est là.
Oui, donc aux côtés de Beyoncé, de Harry Styles ou de Adele, voilà. Stéphanie Economou a elle aussi eu le droit à son moment de gloire. Lors de la 65e édition, les Grammy Awards ont récompensé pour la première fois de leur histoire la musique de jeux vidéo, et c'est donc la compositrice américaine Dubi qui a reçu son prix pour son travail sur l'Aube du Ragnarok, l'extension de jeu de Assassin's Creed Valhalla. Pour Ubi, c'est une étape importante. Alors c'est bon, Ubi dit c'est une étape importante pour les gens reconnaissent que les jeux vidéo sont dans l'air du temps depuis un bon moment. Enfin, je pense que ça fait assez longtemps quand même que les gens ont reconnu ça. Merci Captain Obvious. Ils ont dû vouloir dire la musique du jeu vidéo. Ouais, plutôt la musique, parce que bon, je pense. La phrase est pas complète, quoi. Ouais, bah c'est Ubisoft, elle est pas complète comme les jeux. Non, alors, là, il faut la patcher. Il y a que la musique qui est. Donc voilà, c'est bien quand même. Non, bah écoute, c'est déjà bien. En plus, c'est Cocorico. Bah non, elle est américaine, mais. Mais bon, c'est quand même une jeune fille qui récupère, qui a une récompense. C'est toujours bien. Surtout que c'est souvent mérité. Parce que des fois, on dit ils l'ont redonné parce que comme ça, bah. C'est une fille, c'est pour leur faire plaisir. Non, je pense que c'est amplement mérité. Ouais, on va être beau sur le. Ça augure des bons débats. Non, c'était Blanche Gardin qui avait dit ça. Elle avait dit ça juste après le mouvement MeToo. Elle a dit la première fois que j'ai un award, il vaut rien parce que maintenant c'est à la mode de donner des awards à des femmes. Donc maintenant on est un petit peu, on commence à avoir une pseudo-parité pour les récompenses et bah c'est plutôt cool. Bah oui. Tant mieux. Oui, mais je pense qu'on s'en fout que ça soit une nana en fait. Ça aurait été non, mais c'est Cocorico parce que c'est Ubisoft surtout ça. Et puis en plus c'est la première fois qu'ils décernent ce prix. C'est pas tant le fait, je voulais pas forcément en parler sur le fait que ce soit une nana. Bah, j'espère bien. Oh, c'est bon. Allez. Peut-être un giga de chat, toi. The Day Before, accusé de plagiat. Le jeu est encore plus dans la sauce, comme on en parlait il y a 2 semaines déjà. Mais le studio s'est défendu et a envoyé du coup une vidéo pour expliquer le pourquoi du comment. Je sais pas si vous voulez en parler. The Day Before, c'était donc le jeu qui a été repoussé. C'est quand Bah non, mais la vidéo a été il y a 2 jours. Ah, parce que du coup, il s'était fait striker sur YouTube. Oui, mais il y a une autre vidéo. Bon, on en parle du coup. En fait, globalement. Qu'est-ce qu'il fout il fait des petits bruits dans le micro. Notre dernière émission, on en parlait, c'est le jeu très prometteur, mais dont la sortie semble s'éloigner avec des excuses un peu étranges. La dernière fois, c'était en mode on avait on avait oublié. Non, le nom The Day Before en fait était. Alors, c'est une application de calendrier en ligne qui l'a récupéré, donc ils n'ont pas pu déposer le nom. Nouveau rebondissement, donc après, il y a eu la vidéo de 10 minutes au décor vide et au gameplay un petit peu daté qui est sorti et tout le monde a fait mais c'est bizarre parce que c'est exactement le même montage et les mêmes plans que le trailer de Call of Duty Black Ops Cold War et ils ont dit non c'est pas vrai, c'est pas nous et donc le studio a répondu et ça rappelle quand même le jeu Abandoned qui s'est pris aussi la sauce à un moment. C'est que le studio il s'est défendu en disant on vit dans une époque de désinformation, de manque de vérification de contenu, dès que des gens disent n'importe quoi sur internet ça peut nuire à un studio. On sent que ça te travaille quand même. Mais non, mais c'est marrant parce qu'ils disent toujours la même chose, c'est toujours le même problème, c'est que ils font de la merde. Non mais on en parle là. Ah oui. Parce qu'il a dit Psartec. Ils font de la merde, ils se prennent forcément ce qui est dû. Et derrière ils disent ouais mais ça c'est de la faute des gens qui râlent toujours pour rien. On peut plus rien dire, on peut plus rien dire. Ce qui est pas, mon bon monsieur. Ce qui est pas tout à fait faux. Ce qui est pas tout à fait faux, mais en même temps, le fameux trailer a été supprimé du coup suite à ça. Donc c'est bien peut-être preuve que en effet. Mais c'est YouTube qui l'a supprimé. Non, c'est eux qui l'ont. Non, c'est YouTube qui l'a viré. Et pourquoi ils l'ont viré? Mais justement, c'était pour atteinte. Je crois que c'était un truc genre plagiat, tu vois, un truc comme ça. Ah oui, donc voilà, donc c'est quand même confirmé que voilà. Oui. Et donc voilà, les communications derrière, ça ressemble quand même aux communications d'Hassan, qui est président de Blue Box et créateur d'Abandon là. Et petite anecdote, du coup, le studio a proposé à sa communauté de partager une vidéo des coulisses du développement depuis 2019 du jeu. Ils ont fait un tweet en disant par contre, il faut RT massivement pour qu'on la sorte. Le message a été vu 100 000 fois, il a été RT 325 fois. Et ils ont quand même sorti le truc, du coup, la vidéo, parce que c'est un peu con, parce qu'ils l'avaient préparé sans doute. Et ils l'ont sorti donc là, le 16, qui montre que le jeu a eu un bon graphique et que c'est pour ça qu'il va être 100 fois mieux que ce qu'on a vu et c'est pour ça qu'il va être en retard. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, c'est. J'ai jamais rien vu. Leur vidéo, c'est un montage. Enfin bref. Oui, montage d'un autre jeu, des assets de Unity. Donc voilà, le jeu qui sans doute ne sortira jamais. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est peut-être un petit risque qu'on le voit jamais. Nouveau record de vente pour la Switch qui dépasse la PS4 et la Game Boy. Balek. Oui, vas-y. Ah, c'est un Balek. Ça. Ouais, c'est un Balek.
Non, mais voilà. C'est Balek. Non, c'est vrai, on avait dit ça. Non, mais surtout. C'est ça, je peux tomber des trucs. C'est n'importe quoi. Surtout qu'on a déjà parlé la dernière fois qu'ils avaient déjà monté au 4ème rang. Maintenant, bon. Ils sont Balek alors. Non, Balek. Qui sont 2ème du coup maintenant, hein, c'est ça? Ils sont 2ème? La Switch est 2ème, voilà. Derrière, je sais plus quoi. La DS. Resident Evil, un nouveau film encore qui s'annonce. On en a parlé il y a 2 semaines aussi de tous les films. Il y en a eu 11 déjà. Balek. Balek également. Ok, bon, bah, c'est un film de. C'est pas en live action pour ça. Voilà, si vous vouliez savoir. T'es déçu, on dirait. Resident Evil Death Island. Non, je m'en fous complètement. Bon, Hogwarts Legacy, un énorme carton malgré le boycott. Même si on en reparlera tout à l'heure. Là, on peut parler un petit peu du carton du jeu. On peut dire Absartec parce que ça dure pas longtemps. Je dis Absartec si tu veux, si ça t'arrange. Moi je m'abstiens. Salut la team, salut le Spunk, salut Yako mais c'est tout. Chronica, le 12ème, ouais bah oui, le 12ème film en effet. Donc vas-y, balance les chiffres si tu veux. Hogwarts Legacy, ouais, alors lancement, premier record dès le 7 février, 1,25 million de spectateurs sur Twitch. Le jeu devient le jeu solo le plus regardé sur Twitch de l'histoire. Voilà, il détrône même Cyberpunk 2077. Le pins lumineux du Crédit Agricole qu'on lui a promis. C'est vrai, on lui a promis, il faudra que je lui envoie. Et puis après, le jeu a été lancé le 10. Le jeu a trusté les premières places de Steam 4 fois, les 4 premières places. C'est-à-dire que le jeu est vendu sous 4 collections différentes. Donc forcément, bah, il est top 1, top 2, top 3 et top 4 de Steam. Bah, je suppose que c'est mérité, donc du coup. Sans doute. C'est un bon jeu. De toute façon, t'as l'air d'être assez enthousiaste à ce sujet. Oui, mais bah, après, on en parlera. Non, bah, pour ça, on mais peut c'est en parler. vraiment un. Pour moi, si t'es complètement étranger, alors c'est difficile d'être vraiment étranger à l'univers Harry Potter. Moi, je l'étais encore il y a 2 ans. Ouais, oui, enfin, au pire, t'as entendu quand même un peu parler, t'as vu des bouts de films et tout, mais c'était vraiment étranger à ça. C'est pas non plus le meilleur jeu du monde, quoi. Mais si t'as un peu les refs et tout. Parce que il est aussi devenu le jeu Harry Potter le plus vendu de l'histoire. Mais bon, après. Les autres, c'était vraiment de la merde. Les autres étaient un peu. Et il y en a un qui était bien en vrai. Sur GameCube, donc il y en a qui étaient pas GameCube trop mal. PS2, ouais. Donc, bah après, c'est peut-être aussi le plus vendu parce que de toute manière, au fil du temps. T'as vu aussi la com sur le truc. Oui, mais plus t'avances dans le temps et plus les jeux sont très vendus de n'importe quel. Il y a que Call of Duty qui en fait moins que celui de 2006 ou 7, un truc comme ça. L'univers, it prints money, tu vois. L'univers, ça fait déjà des rentrées, quoi. Donc voilà, donc énorme carton malgré la petite polémique et le boycott appelé. La petite polémique, oui. La grosse polémique, bah c'est pas tant le jeu qui a fait polémique, c'était plus Harry Potter dans son globalité et J.K. Rowling et tout ça. Mais après, bon, pour moi, ça reste du folklore, donc. Mais voilà, il y a eu. On en parlera tout à l'heure sur le boycott justement. Ça risque d'être long. Stay tuned là-bas chez vous. Ah ouais, restez bien. Parce que ça va être épique. Moi, je vais déjà enlever la chemise. Call of Duty 2023, un petit leak et des dates sur le nouveau Call of Duty donc. Comme tous les ans. Pas sur Switch, Balek Royal. Pas sur Switch, non. Voilà. C'est vrai qu'on avait parlé, il y a 2 émissions, il y a une émission, on avait parlé du fait que est-ce qu'on pouvait mettre des jeux Call of Duty sur Switch. Oui, avec l'histoire de licence par rapport à ça. Sony. Et il devait, on avait tous les leaks disaient que ça devait sortir sur Switch. Bah, apparemment, là, le titre, le Call of Duty 2023 sortira le 10 novembre sur PC et console, mais pas Switch. Ça n'a pas encore bougé. Donc la Switch n'est pas une console. Bah non. Non, c'est un téléphone portable un peu plus amélioré, quoi. Un jouet pour bébé. Embracer, l'un des plus gros groupes du jeu vidéo aujourd'hui, hein, le studio scandinave prévoit de sortir 94 jeux à venir, dont 5 adaptations du Seigneur des Anneaux, puisqu'ils ont racheté la licence. Moi ça m'intéresse, allez, Sartek. Profitant de ses résultats financiers, donc le géant suédois qui a racheté à peu près la moitié du monde connu, ils ont racheté notamment une partie de Square Enix en 2022. Ils ont aussi acheté la licence Seigneur des Anneaux. Ils annoncent donc pas moins de 94 projets pour l'exercice 2023-2024. On parle pas sur les 10 prochaines années, hein. Dont 58 qui n'ont pas encore été annoncés. Et c'est des projets AAA. Forcément, ils ont 11 000 développeurs à travers le monde. Il y a déjà 31 jeux AAA qui sont annoncés aussi pour 2027-2028. 5 jeux issus du Seigneur des Anneaux, dont le fameux Gollum, qui a été repoussé plus tard en 2023. Donc, ça fait beaucoup quand même, non ? Enfin, d'en annoncer autant comme ça à l'avance. Ouais, en même temps, ils ont beaucoup de studios, en effet, mais en sachant tous les reports qu'on a sur ces dernières années. Je sais pas, après, moi, pourtant, j'aime beaucoup l'univers et l'Heroic Fantasy et tout, et le Seigneur des Anneaux, j'adore ça de base. Mais j'ai jamais réussi à prendre mon pied sur un jeu vidéo Seigneur des Anneaux, je sais pas pourquoi. Ouais. Lego Seigneur des Anneaux est déboîté tout. Ouais. C'est vrai. Bah peut-être, oui, alors non, je parle d'un truc bien pour adultes aussi, mais un vrai jeu avec des. Pour adultes, c'est Lego. Le PS2 là. Mais ouais, j'avais fait un peu l'ombre du Mordor, j'en avais fait un. Je sais plus son nom.
Est-ce qu'on le voit là? Je sais pas, j'ai jamais. Il y a toujours un truc qui m'a gêné. C'est ouf, on dirait les sorties Marvel, dit Chronica. Le Seigneur des Anneaux, tu voulais? Non, mais je voulais juste voir le nom. Ça s'appelle La Communauté de l'Anneau, je pense. Ou Le Retour du Roi. Les deux tours, c'est celui-là? Ouais. Bah, toute la série là, sur PS2, la série là était quand même vachement bien parce qu'elle était très adaptée. Il y avait les voix en plus de. Oui, ouais, je sais pas. Oui, mais c'est celui où tu te battais à un moment sur les remparts et tout. C'était un peu du hack and slash. Ouais. Je sais pas. Ça m'a jamais. Ouais, mais tu vois, comme il dit, on dirait les sorties Marvel. Bah après, quand tu fais du. Quand t'achètes une licence, t'achètes une licence et que tu t'en sors 25, c'est sûr que voilà. Après, faut voir ce qui compte comme jeu. Si il y a pas que des AAA, ça se trouve le mec qui dit bon, on va sortir aussi 12 jeux mobiles avec, tu vois. Mais en connaissant Embracer, oui, je pense que dans les 94 là, t'as des trucs mobiles, t'as des trucs un peu plus indés qu'ils annoncent AAA parce qu'il y a un budget. Ouais. Mais c'est des trucs que personne ne connaît. Déjà, si tu sors sur tous les supports, ça te fait déjà 5 consoles, 6 consoles, ça te fait déjà 6 supports différents. Ça limite vachement, quoi. Mais je pense que 94 c'est vraiment 94 titres. Licence unique. Ouais. Mais après ils ont alors j'ai plus en tête, mais ils ont 130 et quelques studios. Ouais. Donc il suffit qu'un studio fasse un jeu par an et c'est bon, quoi. S'il y en a un qui fait des bons jeux, les autres ça va être trusté par celui-là. Ouais. Voilà, donc on verra ça. Double Fine, le studio de Tim Schafer, ancien papa de Monkey Island notamment, à l'origine de Psychonauts, serait sur 2 projets à venir. Un Plartech. Hein. Bah oui, mais lui il connaît rien, lui il joue à des jeux. De toute façon, il était déjà jugé parti sur le truc là, ça serait pas passé le balèque. Hein. L'ex-développeur de LucasArts, le père que j'ai toujours rêvé d'avoir, qui est totalement. Papa, je te salue. Qui a fondé Double Fine en 2005 pour Psychonauts et Brutal Legend. Brutal Legend, très bon jeu. Ouais. Et avec Thimbleweed Park également, c'était lui? Oui. Attends, c'était lui? Thimbleweed Park. L'espèce de Maniac Mansion. Non, c'était Ron Gilbert. Oui, Ron Gilbert. Ouais, respectez un peu le fait qu'il y en a un qui a dit Balek et t'avais qu'à pas dire Balek. Donc il avait pas spécialement envie de faire une suite de Psychonauts 2 sortie en 2021. Apparemment, il a pas trop envie. Puis de toute façon, il fait un peu ce qu'il veut. C'est un des rares studios chez Xbox parce qu'il appartient à Microsoft, au studio Xbox. C'est un des rares qui a le droit plus ou moins de faire ce qu'il veut. Comme il est pas pressé, il s'est dit dans une interview qu'il a dû mettre en pause 2 jeux pour finir Psychonauts 2 et il a dit qu'il avait mis en pause et qu'ils vont reprendre les développements. C'est 2 projets qui devraient voir le jour en 2023 pendant que Jack s'amuse avec... Du coup je confirme mon Balek. Ouais. C'est lui aussi du coup. C'est vrai que c'était pas super intéressant. Non, c'est pas super intéressant. Ok, Dead Island 2 qui arrive en avance pour une fois qu'on n'annonce pas un retard. 1 semaine en avance, ouais. Voilà, t'as tout dit. Ouais. Ah oui, désolé. Dead Island 2. Et il arrivera du coup le 21 avril à la place du 28. Tu connais bien la licence, hein? Non. Moi j'aime bien. Il y a une île, il y a des morts. Il y a une île, il y a des morts. J'en ai fait un, je crois, le premier. Ouais, l'île du Solstice, c'est ça? Ça ne parlera à personne. Il y a eu des DLC, je pense qu'il y en a eu, parce que je dis j'ai fait le premier, mais Dead Island 2 va sortir. Non, mais il y a eu des extensions, des trucs un peu... De la Réunion. Ok, eh bien nous allons passer à la suite, vu que tout le monde est très dissipé et très intéressé par les news cette semaine. Non, on a tous envie d'arriver au débat sur Hogwarts, je pense. Ouais, j'ai compris. C'était pas le patoche. On pense à toi, Yako, de là où tu es, si tu nous regardes. Petit ange parti trop tôt. Il n'y aura pas de musique cette semaine, puisqu'on va parler musique avec la chronique de Jack. Attends, il n'y avait pas une news au fait sur qui a encore racheté Quantic Dream là? Qui a racheté c'est Riot, c'est qui Tencent Non, c'est NetEase. Ah oui. C'était il y a 2 jours, c'est tombé il y a 2 jours. Ouais, mais ils avaient déjà racheté une partie parce que moi j'en ai déjà parlé il y a 1 an. On peut papoter, je cherche mon ordinateur. Fais comme chez toi. Ouais, fais comme si il n'y avait pas d'émission. Et ouais, du coup, oui, c'était Tencent, ouais. Mais pourquoi Non, je sais pas, parce que la news de NetEase, c'est tombé hier, en tout cas qu'ils ont racheté à 100%. Ah d'accord. Donc le dernier fleuron français encore non racheté. Ah bah oui, là. Enfin, fleuron français, voilà. Mais du coup, ça passe pavillon chinois, quoi. Bah oui, comme beaucoup. En même temps, il n'y a plus beaucoup de studios qui sont pas sous pavillon chinois ou suédois avec Embracer. On va passer donc à la suite sans découverte musicale, puisque tu me caches, Jay. On ne cache pas la star, je t'ai déjà dit. Puisque on va faire la chronique Jack après True Story Bro de Yako, et C'était mieux avant de Jay qui était la meilleure chronique des deux, pas celle de Yako, puisque Yako nous dit dans le chat on est moins bon quand il est pas là. Cette semaine c'est Jack et la chronique musique qui s'en vient. Et n'oubliez pas, dans un quart d'heure on débat donc sur la politique et les polémiques dans le jeu vidéo, suite notamment au boycott demandé d'Harry Potter.
Mettez vos casques, vos coudières et vos genouillères dans le chat. Hein. On va essayer de pas glisser. Tout de suite, place à la chronique de Jack. La chronique musique avec Jack. C'est maintenant qu'on met la voix de Chipmunk. Non. Si tu veux mettre la boîte de Chipmunk si tu veux. Bon, calmez-vous. Merci, mes bien chers frères. C'est un grand plaisir de vous retrouver donc pour cette chronique musique. Donc ça a été un peu, ça fait longtemps qu'on a un peu fait de chronique musique. Ça doit faire. Je vais faire comme avec mes news, je vais pas t'écouter. C'est très bien, bien sûr. Tu fais. Non, mais là j'ai besoin de ton soutien quand même, un minimum. On verra. Rends-moi intéressant. On verra. J'ai passé des sons. Voilà. Donc voilà, on va faire un petit peu un détour par la chronique musique pour parler un peu de la technique au niveau de la musique, c'est-à-dire la technique pure. Donc accrochez-vous pour ceux qui ont encore des souvenirs de maths. Ça va être un peu complexe. Il y a des carrés et des triangles. Oula. Il faut les rentrer dans des trucs ou... Dans des cercles. Avoir des sinusoïdes. Donc je vais essayer de vulgariser un petit peu, de répondre au débat millénaire entre la musicalité et la technique qui gagne. Sur qu'on a déjà plus ou moins la réponse, surtout dans le cadre de la musique de jeux vidéo. Oui. Et donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon des technologies musicales en guise de reprise. Et alors la musique c'est quand même, pour me resituer un petit peu, c'est un peu mon fond de commerce. J'en ai fait pendant 20 ans professionnel et le rétro gaming j'aime bien, sinon je serais pas sur Super Radio Bros. Et je me rappelle quand je bavais sur la boutique Techsoft à Metz en 86, 87, pour ceux qui ont connu. Première boutique d'informatique. J'avais 3 ans, je bavais juste sur mon pull. Hein, donc, ouais, mais est-ce que t'avais peut-être un pull Sonic? Un pull Techsoft. Un pull Techsoft, bien sûr. On savait faire des cadeaux à l'époque. Mais j'espère qu'il nous donnera un billet pour toute cette pub déguisée. Ouais, après de toute façon ils vont. C'est fermé depuis 20 ans en même temps. Non, c'est toujours ouvert, mais malheureusement ils ne vendent plus de Mega Drive. La dernière fois que j'y suis allé, ils vendaient des 3DO. Bah, c'est déjà bien. Oui. C'est mieux qu'une Switch. Ouais, écoute, il faudra qu'on rachète. En même temps, tout est mieux qu'une Switch. Dans le chat, un avis. Alors 3DO ou Switch dans le chat. Donc voilà, je voulais commencer par faire une petite présentation pour l'arcade, mais ce sera l'objet certainement d'une future chronique si vous êtes intéressés. Cependant, donc pour ceux qui sont un peu intéressés, la puce MOS 6580 du Commodore 64 est ce qui se rapproche le plus du chipset du premier. Donc est-ce que vous savez, les enfants et mes chers partenaires qui commencent à tirer la tronche à mesure que je parle technique, je me concentre. C'est très bien. Comment on faisait de la musique en arcade et sur Commodore 64? On tapait sur des tambours. Et c'était numéro 1? Et c'était numéro 1? Non, c'est attends, bouge pas. J'ai sur des bambous. Hein. Bah, c'est pareil. Je passe un son depuis tout à l'heure, Jack, mais je sais pas si. Ouais, c'est le chipset, le fameux, le site du Commodore 64. Voilà. Donc, ce qui est considéré comme un petit peu le Graal de la chiptune, donc de la musique électronique pour les musiciens, pour une raison simple, c'est que c'est une puce qui est à la fois numérique, donc bien sûr, c'est une puce, et analogique. Donc, je rentrerai pas dans le détail de la technique, mais c'est-à-dire, quand on l'émule, on va émuler soit la partie purement hardware, soit la partie numérique, mais on n'arrivera pas à émuler les deux en même temps, ce qui fait que pour avoir un rendu, quand vous écoutez la musique de C64 qui est un peu catchy, un peu péchu, qui fait un petit peu très synthèse des années 80. C'est ce qu'on écoute là. Ouais. Il y a quand même une dynamique dans le son. Là, on écoute Last Ninja 2. Voilà, qu'on n'a pas avec l'émulation. Alors Last Ninja 2, c'était un choix parce que j'avais tapé sur internet quel est le meilleur morceau de C64. Celui-ci en fait partie. Il est bien en vrai. Hein. Ouais, j'ai écouté toute la playlist que tu m'as envoyée, ça s'écoute quoi. Alors oui, effectivement, c'est quand même une puce qui date de 82, une très bonne année pour ceux qui étaient nés. Et donc ouais, ils arrivent à faire des choses assez sympas. J'ai eu un petit souci, donc chez vous pourrez écouter, parce que normalement, la puce de Commodore 64, si je ne dis pas d'ânerie, elle peut faire 3 formes de fréquences différentes. Donc on en a parlé tout à l'heure, et je pense que tu t'en souviens, une forme triangulaire. Triangulaire, une forme carré, voilà. Sinusoïdale. Et également. Vas-y, je veux caser ma sinusoïde là. Et en fait, c'était. Si j'ai un problème au sinusoïde. Non, ouais. Donc il faisait triangle. Rectangle. On voit pas la caméra. Monte. Bah attends, est-ce que ça passe? Bah je sais pas. Ah voilà. Alors si vous écoutez en podcast, évidemment, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais si vous regardez le live, vous ne voyez pas plus. On voit rien de tout. Vous verrez rien, mais bon, grosso modo, si vous regardez l'oscilloscope. On voit soit une ligne justement d'oscilloscope qui fait une vague. Alors c'est pas une sinusoïdale, parce que la sinusoïdale, elle est recalculée, elle est ronde. Oui. Ah, oui. La onde carrée, en fait. Non, on voit des carrés. N'oublie pas d'expliquer, s'il te plaît. Non, c'est bon. Non, mais moi je sais ce que c'est une sinusoïde, t'inquiète. Ouais, mais je sais, mais en fait, la sinusoïde, elle est basée sur une onde carrée où on t'a rajouté une couche de traitement. Oui. Donc, oui, c'était donc, et du coup, il n'y en avait pas sur le Commodore 64. On avait du carré, on avait du triangle, mais on n'avait pas encore de sinusoïde parce qu'on n'avait pas le calculé. D'accord. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a les sons très coupés à la hache, tu vois. Et donc, moche, on peut dire. Oui, alors c'est vraiment du chiptune quoi. Oui, exactement, c'est ça, c'est le principe. Un chiptune, donc pour certains chip, c'est HEAP pour pas cher, et chip, certains pour les puces électroniques. Chipset. Voilà, chipset, exactement.
Et ce qui était rigolo, c'est qu'on arrivait quand même à faire des trucs assez sympas. Je vous encourage à écouter la musique de Ghouls and Ghosts sur C64. Et on arrivait à faire le bruit du vent à partir d'un bruit blanc. Donc, attends, on va écouter un petit peu là. Si tu pouvais éviter de faire ce genre de bruit, qui pète bien les feuilles. Moi, ça me rappelle. C'était dans Maniac Mansion, il y avait. Oui, bah alors, exactement, parce que la musique de Maniac Mansion a été composée au départ pour le Commodore 64 avec cette fameuse basse, la caisse claire, et l'onde de thème. Donc, et sur le PC, c'était avec les bips. Les buzzers, les buzzers. Mais sur le buzzer, était quand même vachement moins puissant que le site 64 qui était vraiment dédié à ça. Et donc, sur ces fameuses. On pouvait mettre 3 ondes. Alors, c'est pour ça que ça peut être intéressant chez vous d'écouter. En écoutant, j'arrivais à trouver 3 ondes. Normalement qui peuvent être simultanés, et quand j'écoutais je me disais c'est bizarre, j'en entends 4. Donc apparemment j'ai regardé, il y a des hacks à l'époque qui étaient possibles pour arriver à détourner l'utilisation de certains chips pour ajouter une 4e onde, mais surtout par rapport à un musicien où nous on va se baser, moi je fais la basse, moi je fais la guitare, moi je fais la batterie. On peut très bien dire à un moment, par exemple, si vous avez déjà vu sur NES, quand vous tirez par exemple avec Megaman, vous avez l'onde de basse qui disparaît. Parce que c'est la même fréquence. Oui, c'est la même fréquence. Voilà, donc du coup, vu qu'ils pouvaient pas mettre une fréquence supplémentaire, on en supprimait une. Et donc du coup, on peut très bien faire avec le même instrument qu'on va changer de hauteur, quoi. Donc c'est de la synthèse subtractive, donc pour pas rentrer dans le détail, surtout que je maîtrise pas complètement le truc, je vous laisserai quelques liens, je pense, pour vous informer là-dessus. Et normalement, on va passer après sur la musique de la NES. La musique de la NES ? C'est ça, NES ? Ah bah si tu veux, Toy Tales. Allez. Voilà. Alors la musique de la NES... je l'ai là, j'y ai joué il y a 2 jours. Tu vois, je savais que ça te ferait plaisir. Alors je sais que j'ai beaucoup de gens qui aiment beaucoup la musique de La Lune, de DuckTales, que vous aurez reconnu. Hein. Donc la NES c'est un petit peu mon chouchou. Alors pas nécessairement au niveau des musiques, parce que même si j'ai pas trop connu le Commodore 64, la NES j'ai un peu grandi avec ça, donc c'est un petit peu le son que j'ai le plus entendu quand j'étais jeune. Hein, et c'est un des premiers systèmes où je me suis intéressé à la construction de la musique, notamment avec le logiciel gratuit, si vous voulez vous amuser, avec Family Tracker. Et après, on parlera un petit peu des trackers, notamment avec l'Amiga. Et donc, sur les trackers, alors est-ce que j'arrive à vous montrer une photo ? Je pense que je vais la mettre directement après en lien, parce que sinon vous allez rien voir. Et je peux tomber un truc en même temps. Voilà, vous avez ceci. Et je n'ai pas les bras. Non mais en fait avec le reflet ça ne sert à rien. Mais oui, mais de toute façon si tu ne vois rien, tu n'écoutes rien. Non, avec les reflets on voit pas. Non, sur le cam. Je ne t'en veux pas, je te taquine, c'est pour gagner du temps sur ma chronique que j'essaie de rendre. Qu'est-ce que tu veux montrer, Jackie ? Non, parce que dans 30 secondes il va te dire c'est bon, c'est trop long. Ouais, mais c'est possible, oui. Non, mais surtout si tu interviens comme ça. Ah là là, n'hésite pas à m'envoyer des choses au visage. Donc en fait voilà, c'est la puce de son dédiée au son pour la NES, qui était la RP2A07. Voilà, tapez sur Google. Voilà. Pas chier au bout d'un moment. Et aux États-Unis et au Japon, ils avaient la RP2A03. Et là, c'est là que je vous interroge, les gens qui sont dans le chat. Quelle est la différence ? Connaissez-vous la différence entre la RP2A03 triangle, rectangle et sinusoïde. Non, c'est le même chipset. La différence, c'est le nom. Exactement. Si t'écoutes bien, c'est pas le même. Exactement. Alors, on va voir. C'est tellement palpitant, il y a tellement de commentaires simultanés que j'ai du mal à les lire. Hein. Va pas si près du micro. Oui, c'est vrai. Attends, je mets mon point. Donc en fait, voilà la différence. Alors, est-ce que vous savez Non, pas la moindre idée. Alors, c'est trouvable. Il y a une différence notable entre la version PAL qu'on a eue en France et les versions américaines et japonaises au niveau justement de l'oscillation des fréquences. C'était pas la même déjà. Bah oui, déjà. Donc c'était la différence. C'était pas la même. La différence, c'est que c'est pas pareil. Non, vous êtes au courant quand même qu'en France. Il y avait le PAL et le NTSC de l'autre côté, oui. Et au niveau fréquence ? Bah c'est pas les mêmes. Mais c'est lesquels ? J'en sais rien moi. Non mais le 25, c'était en frame. Moi, il y avait une différence en tout cas de. Il y avait une différence. Il y avait une différence de Hertz et il y avait une différence de frames par seconde. Cette différence de Hertz, c'est-à-dire en Europe, enfin en France, surtout en PAL, on était en 50 Hertz et aux États-Unis et au Japon, on était en 60, ce qui fait que du coup, la puce là, elle était prévue pour que ça soit un peu plus lent. Donc on avait demandé au type qui faisait la musique de coder leur musique de façon plus lente. Et c'est pour ça que vous avez certains jeux où la musique est complètement bizarre parce que du coup elles sont pas. Elle est accélérée, non ? Quand on la mettait chez nous, c'était accéléré la musique. Alors oui, ils avaient été obligés d'accélérer les fréquences pour que ça se fasse à peu près l'équivalent de ce qu'il y avait dans 60. Mais ça n'a pas toujours été fait, donc des fois les musiques sont super lentes. Et je trouvais l'anecdote assez sympa quoi. Alors je sais pas si je t'avais donné une musique de Mega Drive parce que j'ai pas trop. Sonic 3, paf, regarde. C'est parti. Donc sur la NES, on était sur 4 fréquences simultanées, plus une onde DPCM. L'onde DPCM, c'est tout simplement des samples. Donc sur certains trucs, notamment Gremlins, je crois.
la batterie était faite avec un sample. C'est pour ça que dans Super Nintendo batterie, vous avez une vraie batterie qui a été samplée. Ça, j'adore celle-là. Ouais, c'est sympa, ouais. Ah, donc avec toujours la légende, encore une fois dans le chat, qui c'est qui avait composé Sonic 3 ? Michael Jackson. Exactement, ouais. Il parlait dans Game Trip. Je veux dire Michel Ancel, mais. Toujours pas. Est-ce qu'il a reçu un Grammy pour ça ? Même pas. Tu vois, à l'époque, on récompensait pas les artistes. D'ailleurs, ils ont retrouvé le projet de Michael, parce que ça a toujours été une rumeur. Oui, c'était un espèce de ils ont trouvé vraiment le projet de Michael Jackson et des trucs écrits qui justifient que oui, il a vraiment bossé dessus. Ouais. Donc là, ça a été officialisé. C'était assez sympa. Et donc voilà, pour la NES, on pouvait faire à peu près 4 ondes simultanées. Donc on avait 2 ondes triangulaires, je crois, de mémoire, une onde carrée et une onde de bruit qui faisait la batterie, et puis une onde de sample, voilà. Alors je me trompe peut-être entre les carrés et les triangles, je me trompe peut-être à chaque fois. Il y en a une qui fait la basse. Ça c'est les restes de quand t'étais gamin. Ça. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je confonds souvent. Un carré, c'est 2 triangles, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pas évident. Donc, mais qu'est-ce qu'on entend comme connerie ? Non, c'est incroyable. Après, tu vas réécouter le truc, tu dis non, faut le virer. Il faut reprenez Yako, quoi. On fera un best-of de cette chronique. Je mettrai que la chronique là en ligne. Ça, c'est une phrase à la Van Damme, ça. Un carré, c'est 2 triangles. C'est vrai. Bientôt, il y en aura plus. Après, est-ce que c'est faux ? C'est drôle parce que c'est vrai. C'est complètement Bien vrai. sûr que oui. Bah écoute, si tu c'est découvres, bien. je suis content. Mais... Jack, c'est 2 triangles bien spécifiques. Jack, ressaisis-toi. Ah putain, c'est vrai, c'est incroyable. Donc voilà pourquoi je vous parle un peu de la Mega Drive, parce qu'en fait entre la Mega Drive et l'Amiga qui va arriver juste après, on était plus ou moins sur la même façon de programmer la musique, c'est-à-dire comment dire, on était vraiment sur du chipset encore une fois, c'est-à-dire ce qui expliquait la différence entre 2 compositeurs par exemple sur Mega Drive ou sur Amiga, c'est que c'était en général les compositeurs qui créaient leur logiciel. C'est pour ça que j'en viens sur le côté technique, c'est-à-dire en fait on n'avait pas des samples, des banques de samples qu'on se passait, c'était juste les gens disaient bon faut que j'arrive à passer de la musique, il faut que je code mon logiciel. Et la façon de coder influait sur la qualité de musique qu'on avait derrière. C'est ce qui a donné le iMuse de Michael Land, qui a codé son propre logiciel et c'est devenu une référence. Ouais, exactement, bah oui voilà, donc on pourra reparler du iMuse, ça pourrait être l'objet d'une chronique d'accord. On l'a déjà fait dans GTF. Et zut, j'étais pas là. On la refera. Ah ouais, c'est ça. On la mettra à jour et puis on essaiera d'appeler Ron Gilbert. Eh oui, carrément. Et Michael machin chose. Michael Land. Michael Land, voilà. Michael Jackson, ça va être compliqué. Oui, Ouais. effectivement. De là où il est, on le regarde. Voilà. Donc pour la Mega Drive, c'était un YM2612 et YM. Alors pour ceux qui s'intéressent, en général, les chipsets sont assez parlants. YM, c'était pour la puce d'un fabricant de bateaux et d'ordinateurs bien connu et également d'instruments de musique. Xiaomi. Xiaomi. Non, Yamaha. Donc du coup, c'était une puce Yamaha. En même temps. C'était une puce Yamaha. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? De moto également. Qu'est-ce qu'on découvre par rapport à la NES ? C'est que désormais, on peut faire des ondes sinusoïdales. Oh putain, elle est passée, ça y est. Avec un oscillateur basse fréquence. Et Surtout qu'à passer Michel Ancel et c'est bon. Et c'est bon. Voilà. On en parle tout à l'heure. Et donc là, on passait à 6 canaux FM simultanés. Alors, les liens que j'ai envoyés à JV ici, je pense qu'il pourra vous les mettre quelque part. Vous avez les fréquences d'oscillation qui sont sur YouTube, donc vous voyez directement les fréquences. Donc c'est très très parlant pour le Commodore 64 parce que vous avez vraiment votre triangle, vos carrés, vos 2 triangles qui font un carré et votre onde de bruit. Et donc je pense pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la technique, ça peut être assez sympa. Et après on va passer à l'Amiga avec Turrican. Turrican de Chris Welbeck, donc et non pas Michel Welbeck, voilà. Donc pour tous les amateurs, c'est vrai que alors il y en a énormément sur les groupes Amiga pour toujours. J'ai pas eu le temps de les contacter avant de préparer la chronique, ce que j'aurais peut-être dû faire. C'est vrai que Chris Welbeck et Ron Hubbard, c'est des noms qu'on voit régulièrement pour tout ce qui est musique sur Commodore. Donc Chris Welbeck, le morceau, en l'écoutant, en fait, ça passe vachement bien, quoi. Ouais. Attention, break. Vraiment des breaks des années 80. Oui, alors, ça pourrait être un morceau, un générique d'une série. Oui, à la MacGyver, ou comme ça. Ouais. Et quand je l'ai écouté, c'est-à-dire si tu dis pas à quelqu'un que c'est Turrican sur Amiga, il va dire ah tiens c'est quoi, c'est Stranger Things. Tu vois, c'est-à-dire, oui, ça fait très musique des années 80, mais vraie musique. Quoi. Et c'est très très riche, c'est-à-dire au niveau de la construction du morceau. C'est-à-dire on n'est pas sur de la NES, on va se baser sur des boucles, on va beaucoup boucler quoi. Surtout que là en fait il y avait des boucles mais internes à la fréquence quoi. C'est-à-dire on pouvait très bien juste bouger. Bon, ça mériterait quasiment une chronique à tout seul, mais c'est très très compliqué d'arriver à parler technique sans devenir complètement chiant, c'est le terme. On écoute de la bonne musique en même temps. Là. Ouais, la musique de Chris Welbeck est vachement sympa. Et donc, sur l'Amiga, alors bon, je vais pas vous donner les détails techniques parce que c'est un peu galère. On a inventé quelque chose qui, je vous encourage à voir pour ceux qui sont amateurs de chiptune, ce sont les trackers. Est-ce que vous avez entendu parler des trackers ?
Alors les trackers, oui, ça c'est l'objet c'est après ça. De la chronique d'après. Donc les trackers, en fait, c'était bon, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour la Mega Drive, notamment avec Yu Suzuki, on était obligé de programmer son logiciel de musique et son player, en fait. Suzuki, le concurrent de Yamaha, donc. Exactement, voilà. Arrête, on est déjà en retard. T'es en train de les perdre. Donc on programmait, alors que l'invention du tracker, avec Ultimate Sound Tracker notamment, ça nous a permis vraiment d'avoir chaque bande de fréquences et de pouvoir les interfacer comme ça les unes avec les autres, comme avec un vrai logiciel de musique. Donc c'était là vraiment la différence. Commencer à faire de la vraie musique, de jeux vidéo, comme de la vraie musique. Voilà. Et donc j'avais un débat hier avec les mecs qui me disaient que le Macintosh était vachement meilleur que l'Amiga pour la musique. Et en fait c'est faux, parce que le Macintosh il faisait de la meilleure musique, mais il faisait que ça. Alors que l'Amiga faisait de la musique en lançant un jeu. Ce qui fait, c'était l'équivalent, j'ai vu un argumentaire là-dessus qui était assez drôle. C'est comme si tu mettais ton CD dans ton Amiga et t'allais te faire un café, et tu pouvais préparer un gâteau, tu vois. Tu pouvais faire ça. Alors que le Macintosh, dès que tu voulais rajouter un œuf, il fallait que tu coupes la musique. Donc voilà, c'est pour rendre à César ce qui est à César. Le Macintosh, comme d'habitude, était certainement meilleur sur le papier, mais au niveau de l'infrastructure et l'interopérabilité, on était quand même sur quelque chose de vachement plus sympa sur l'Amiga. Et je sais plus par quoi je voulais finir, parce que c'était... Pinball ? Ah bah tiens, vas-y, Pinball. Allez, ça me laisse le temps de retrouver mes idées. Je mets bien celle-là aussi. Ouais, c'était... alors, Pinball Illusion sur Gustav Olofsson. C'est genre dans un jeu, quand tu rentres dans une boîte, dans un club, dans un jeu. J'étais en train de me dire, moi ça me fait penser vraiment dans Street of Rage, dans les trucs. Mais ça me fait même penser à une musique que t'avais dans les flippers de café. Oui, peut-être, ouais. C'était vraiment un truc typique de flipper. Ouais, le flipper ouais, alors peut-être, c'est vrai que ça avait été... Donc c'est Pinball, donc... C'était les Suédois qui faisaient ça avec Gustav Olofsson à la musique, que j'ai essayé de contacter, mais bon, après c'est compliqué parce qu'il n'est pas forcément ultra famous. Il lance à la batterie. Évidemment. Ouais, c'était une musique de flipper quand tu étais là sur l'Amiga à l'époque, t'en prenais quand même plein la gueule, c'était assez sympa. Et donc, pour revenir, on va quand même finir avec Chris Welbeck et pas Michel Welbeck. Effectivement, la musique, ça faisait très très rocky, tu vois, dans la façon de voir les choses. Tu ricanes, tu avances, tu défonces des trucs, la musique elle est bien avec, quoi. Oui, carrément. Mais moi, alors j'avais juste une question, je sais pas si on a le temps ou pas. Ouais, vas-y. Alors qu'il n'y a pas grand chose à voir. Si, dans le sens où, à partir de quand les mecs se sont dit, tiens, pour la musique de jeux vidéo, je vais éviter d'avoir une boucle trop courte, tu vois, et ça va trop vite saouler les gens, s'ils restent sur le même menu ou le même niveau pendant, j'en sais rien, 20 minutes. À partir de quand ils ont une bande son, quoi. Ils ont une vraie bande son et pas juste une boucle qui se répète, en fait. Alors, en fait, c'est toujours une différence de ressources à un moment. La première ressource qu'on avait, c'était la place. Puis après, c'était plus la place, la ressource, c'était ce qu'on voulait faire, tu vois. Et donc, au départ, en fait, on était vachement contraint par la ressource. Si tu prends par exemple Koji Kondo, le compositeur de Mario, si tu prends quand tu chopes le drapeau, si tu le passes très très rapidement, c'est le bruit de l'étoile, je crois. Ah oui. En fait, ils ont juste pris la même boucle de fréquence qui existait déjà dans le code, qu'ils ont accéléré. D'accord. Il y a la même chose dans Zelda. Quand tu ouvres le coffre, c'est un sample de Mario mais qui a été ralenti. D'accord. Donc, c'est-à-dire ce sample-là, tu vois, tu pointes ton sample. Après, de toute façon, oui, je suis conscient que c'était une histoire de place de performance et compagnie. Mais Et après, tu l'inverses. Là, c'est-à-dire, sur l'Amiga, on était plus quand même sur du sample, vraiment du vrai sample. C'est-à-dire, ils arrivaient à faire des vrais sons, tu vois, qu'on arrivait à sampler, à prendre des petits bouts et à les mettre ensemble. Donc, on était vraiment plus sur de la synthèse. Tu vois, tout jusqu'à la Mega Drive, on est sur de la synthèse façon Yamaha DX7. Tu vois, alors au début, c'est de la synthèse soustraptive, donc c'est-à-dire on va rajouter on va tordre un petit peu la fréquence dans tous les sens pour lui obtenir quelque chose. Après, on avait de la synthèse, c'était plus des algorithmes. Donc là, c'était du code. Donc, les mecs qui codaient un petit peu ce qu'ils voulaient faire. Et sur l'Amiga, on est vraiment sur du sample. On a quand même plus de liberté avec les fréquences. On pouvait faire à peu près ce qu'on voulait, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça que par ça que je voulais finir. Je me suis souvenu. Donc les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est ceci? Une carte graphique. Moi je sais ce que c'est, donc je vais pas. Pour un gros ordinateur. Une très très grosse carte graphique. Alors pour ceux qui nous voient pas et qui nous écoutent seulement, c'est une énorme carte verte. Voilà, exactement. C'est une carte verte. Alors, celle pour bosser aux US. Ouais. Voilà, c'est une carte verte. Vous pourrez pas voir, mais en bas il y a marqué Atari. Et donc, JV va me poser cette question. Ah oui, mais moi j'écoute que de la musique MIDI. Bah moi j'écoute que la musique MIDI. Et voilà, fantastique. Si vous écoutez par exemple Final Fantasy VII, que certains sont fans... MIDI -10, donc on n'est pas loin. Ouais. Pour les amateurs de Final Fantasy VII, à l'époque on pouvait récupérer les fichiers son qui étaient des fichiers au format MIDI. Et les mecs me disent j'écoute de la musique MIDI. Or, le MIDI n'est pas un format musical. Et voilà, merci. C'est un format d'instruction. C'est-à-dire, ça va vous donner des instructions de hauteur de note, de force de note, de puissance de note, de durée de note.
Et après, ce sont les synthétiseurs externes qui vont vous permettre de reconstituer ce signal. C'est-à-dire après, à l'époque du MIDI, avec notamment la Roland MT32, sur les ordinateurs DOS comme nous à l'époque, on pouvait, moi mon frangin l'avait fait, on pouvait brancher notre carte son sur le synthé, et c'était le son du synthé qui était utilisé via le MIDI, quoi. Et la force de l'Atari à l'époque, c'est que les ports MIDI, ils sont là. Ils sont directement sur la carte. C'est-à-dire au niveau du délai de traitement de l'information, il est quasi immédiat. Ce qui fait que c'est l'Atari, alors c'est pas celui-là, hein, mais c'est l'Atari là qui a été utilisé notamment pour faire la musique du Grand Bleu, pour s'en servir comme encore une fois, j'ai pas le terme. Il faut vraiment que je bosse mes chroniques. Séquenceur, voilà, comme séquenceur. Donc vu que c'était directement sur la carte, c'était vachement plus rapide. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu le débat toujours, quel est le meilleur, l'Atari, l'Amiga, c'est toujours pareil, ça dépend toujours de ce que vous en faites. Le SPNK il dit c'est une carte mère pour l'AM5 d'AMD, je connais. Ouais, mais non. Presque, hein. Ouais, non, c'est une GeForce, c'est-à-dire on vous l'a fait gagner. C'est une 4080. Faut juste trouver la tour qui va avec. RTX. Voilà. Donc quand j'aurai fini la chronique dans à peu près 25 secondes, je vous montrerai un peu plus près, comme ça on voit le logo Atari, et je vous montrerai également les ports MIDI. Donc effectivement, ça c'est tout ce qui a été utilisé par Eric Serra, notamment pour tous ses films, je crois jusqu'à 5e élément. D'accord. Donc l'Atari était encore globalement utilisé pour sa possibilité de séquençage avec les synthés et avec tous les outils. C'est-à-dire le MIDI, on s'en sert également pour les lumières maintenant. Ah, et maintenant c'était plus ou moins remplacé par l'USB, mais il y a encore des mecs qui bossent en MIDI. Ça, dans tous les conservatoires, vous cherchez. Des mecs comme toi. Ouais, c'est ça. Non, moi je ne m'en sers pas, je maîtrise pas trop tout ce qui est synthèse. Eh ben, je vous remercie quand même pour votre attention. J'ai essayé de pas être trop pénible. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions, et puis j'y répondrai sur Twitch ou sur un chat bientôt. Si vous sur YouTube. Je voulais vous demander également si vous avez un top 3 de vos meilleures musiques rétro. Alors, quand je dis rétro, on va aller jusqu'à 97, à peu près 98. Vous me faites un top 3 et puis ça pourrait être sympa un petit peu de je sais pas, de faire un petit top. Moi je les ai déjà passés à l'antenne, mes musiques préférées. Les tiennes, oui, mais ceux non, mais oui, mais je dis, moi c'est évidemment celle de Monkey Island, celle de Maniac Mansion. Il y a plus de surprises, tu vois. Oui. Alors par exemple Yako, on a déjà la lune avec. Dites-nous dans les commentaires et puis on fera un vote. On remet un petit peu la musique de DuckTales parce que j'adore cette musique. Ça c'est pour dire au revoir à Yako. Hein. Petit ange parti trop tôt dans la lune, Yako. Merci, on pense à toi. Merci Jack. On rappelle Jack, musicien, musicologue, musicaliste, mezzo forte, qui nous est revenu avec cette chronique musicale et qui va montrer tout de suite à ceux qui sont là. Voilà, comment on appelle ça ? Ouais, non, mais un Atari. Un séquenceur. C'est comment on appelle ça ? Une carte. Carte d'acquisition. Carte mère d'Atari, quoi. Voilà. Là, il est en train de cacher la star. Hein. Après, moi, ouais, il cache la star par contre. Il va falloir se rasseoir, Jack. Merci Simanishiki. Qu'est-ce qu'il dit ? Attends, je vois pas. Super intéressant en tout cas. Yako, bonne chronique. SPNK qui nous dit TNMT Arcade. Alex Kidd in Miracle World, ouais, carrément. Par contre, maintenant tu peux la virer de la table, non ? Parce qu'à part tomber. Oui, à part me péter un truc. Oui, bah, devant le chat, évidemment. Merci Jack, merci à tous d'avoir participé dans le chat. Continuez à nous dire, hein, on va lire ça. Continuez à nous dire ce que vous préférez dans les musiques rétro. N'hésitez pas si vous avez des idées pour une prochaine chronique, parce que soit je peux rester vraiment dans le pur technique, bon c'est intéressant, mais ça peut, je comprends que ça peut être aride, ou sinon on peut aussi parler des compositeurs, on a parlé de Bubard, dans GTFM on avait même fait sur certaines musiques, on avait fait le Baba Yetu de Civilisation, on avait fait pas mal de... On avait fait des points sur certaines musiques emblématiques du jeu vidéo. Même la construction, hein, c'était au niveau de chiptune. Après, moi, je peux toujours vous donner des bases pour commencer à vous lancer là-dedans. Alors, sachant qu'il y a deux écoles, il y en a ceux qui prennent, par exemple, je parlais du Commodore 64 tout à l'heure, vous allez avoir du SID, le système SID avec, par exemple, 25 000 pistes. Hein, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est pour ça que je pense que la musique rétro s'arrête au moment où on a pu mettre un nombre incalculable de pistes. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On disait, maintenant qu'on n'a plus de limite, à part le temps, on peut mettre autant de pistes. Donc, ça n'a plus vraiment d'intérêt parce qu'on n'est plus dans la recherche de l'efficacité, tu vois. Mais par contre, je peux vous expliquer comment on peut construire de la musique à la manière d'eux. Et donc voilà, le site, le Commodore, c'est-à-dire maintenant, t'as des mecs qui mettent 16, 18 pistes en même temps. Mais vraiment, si on veut être accurate par rapport au codage de l'époque, on est sur 3 pistes. Et là, 3 pistes, on se dit, c'est vachement limité et ça oblige à solliciter un petit peu l'imagination pour arriver à en sortir, quoi. Bah, c'est sûr. C'est sûr qu'à l'époque, on savait faire des choses avec pas grand-chose. Contrairement à maintenant, hein, Jay, puisque c'était mieux avant. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Allez, on va passer. Merci Jack pour la chronique. On va passer au reste de l'actu. Et les restes de l'actu, c'est quoi ? C'est nos gros débats. Et on va prendre un peu plus de temps pour discuter de ce qui fait l'actu ces 15 derniers jours. Et cette semaine, on a eu une discussion là-dessus en interne. On n'avait pas envie de voir notre chaîne démonétisée ou cancel aussi rapidement. Mais bon, malgré tout, on pouvait pas passer à côté. Alors on va en parler en essayant de rester bien calme.
Et je compte sur vous dans le chat aussi pour rester courtois. Vous l'avez vu, un gros appel au boycott sur la sortie de Hogwarts Legacy il y a quelques jours, donc le nouveau jeu Harry Potter. De qui vient le boycott ? Et bah alors, la raison, alors si j'ai tout bien compris, et Jay tu me corrigeras, J.K. Rowling apparemment donc est accusé de, je dis vraiment apparemment parce que j'étais vraiment pas trop au courant de cette histoire parce que j'avais vraiment pas suivi. Si tu veux, j'appelle ma femme, elle t'en parlera. J.K. Rowling est accusée, donc la créatrice d'Harry Potter, est accusée de transphobie depuis 2 ans suite à un tweet. Donc la communauté LGBTQ+ a demandé. T'as oublié IA+. Oui, bah, non, je vais pas tout. C'est bon, on fait preuve de transphobie là. Non, mais ça va plus vite comme ça. Donc ils ont demandé à boycotter la série Harry Potter dans son ensemble et également ce jeu, mais entre-temps, coup de théâtre ou pas, puisque c'était déjà prévu, le jeu qui a de nombreuses fois dit ne pas avoir grand-chose en lien avec J.K. Rowling si ce n'est la licence, a permis à ses joueurs de créer un personnage de la manière la plus inclusive possible. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut créer, un peu comme dans les Sims maintenant, on peut créer la hauteur de voix, le genre, le sexe, on peut tout changer. Et tu peux ne pas donner de sexe à ton perso d'ailleurs. Oui, bien sûr. Pardon. Oui, de genre plutôt. Et donc, en plus dedans, il y a un premier personnage transgenre dans une scène de jeu que tu as vu, Jack. Le premier personnage transgenre dans l'histoire globale d'Harry Potter. C'est la première fois qu'on voit un personnage transgenre. On va pas trop spoiler, mais oui, en effet. Rapidement déjà, le boycott. Le fait de boycotter. Ces appels au boycott en général, et en l'occurrence pour Harry Potter ou pour d'autres, peu importe. Est-ce que vous pensez que c'est utile ? Est-ce que c'est un combat ? Est-ce que ça sert ? Tu me laisses la primeur du truc. Bon alors, moi je vais être un peu jugé pardi, donc malheureusement je vais peut-être me faire cancel également, et c'est peut-être ma dernière émission parmi vous. Donc j'ai une femme qui s'intéresse beaucoup à la cause féministe, et je pense qu'il faut quand même replacer dans le contexte le fameux tweet de J.K. Rowling qui lui avoue ses appels au meurtre, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des appels au meurtre contre J.K. Rowling pour ce tweet. Donc déjà rien que ça me rend les gens derrière détestables. Parce que on peut dire plein de choses, mais c'est pas une raison pour leur demander la mort. Elle a juste dit, moi de mon époque, les gens qui avaient leurs règles, on appelait ça une femme. Voilà, c'est parti de ça. Donc moi quand j'en parle maintenant, je me sens pas particulièrement les nerfs qui montent, ça m'a pas l'air particulièrement violent, elle a pas eu d'insultes. Derrière c'est un flot incessant de gens qui veulent sa peau, et puis du coup ils disent je vais brûler tous les livres d'Harry Potter. Et J.K. Rowling a eu cette belle réponse, dit c'est bizarre, ton argent a disparu de mon compte. Oui. Ouais, c'est-à-dire ça changera pas. Même le jeu, au-delà du débat, c'est-à-dire J.K. Rowling, elle est contente que déjà le jeu se vend par brouette entière, donc quelque part ça veut dire que le boycott, il marche pas tant que ça. Et d'autant plus, ça aurait été un mauvais jeu, ça aurait été beaucoup plus facile à boycotter. Hein. Et je ne pense pas que J.K. Rowling ça a changé grand-chose à sa vie. Ça a changé grand-chose à sa vie, surtout que je pense pas qu'elle ait été beaucoup impliquée dans le développement. C'est-à-dire peut-être au niveau du scénario, mais au niveau du développement pur et dur, je pense qu'elle a dit écoutez, faites à peu près ce que vous voulez, j'aurai un droit de regard. Mais je suis pas sûr qu'elle a un droit de regard. Je suis même pas sûr, parce que Warner Bros, il y a eu quand même ce débat-là, tu sais, on leur a dit qu'est-ce qu'on fait les gars, et il y a des gens qui ont dit on va enlever le nom de J.K. Rowling du jeu. Enfin bon, c'est un peu... c'est toujours la question de est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste. Est-ce que tu dois mettre de côté tout ce qui a été fait avant parce qu'à un instant T, il y a eu un dérapage, qu'il soit réaliste ou pas. Oui, mais... et tout supprimer. Ouais, mais ça vaut pour un mec qui est... qui a vraiment fauté, et que c'est avéré, que ça a été jugé et compagnie. Ça vaut pour Bertrand Cantat, quoi. Oui, voilà, si tu veux. Mais ça restera comme le chanteur. Mais même Bertrand Cantat, du coup, tu dis tout ce qu'il a fait avec Noir Désir avant, on dégage. Oui, voilà, déjà non. Moi, demain, on me dirait que le chanteur de Metallica, il a au final fait ci ou ça n'empêcherait pas d'aimer. Oui, donc tu sépares. Parce que je suis doué d'un cerveau, en fait. Donc parce que tu sépares l'œuvre de l'artiste. Non, c'est pas le boycott qui me gêne, c'est le défaçage. C'est-à-dire, si on me dit, dans Noir Désir, le chanteur, c'était Carlos, tout simplement parce qu'on n'aime pas Bertrand Cantat, ce que je peux entendre, je lui dis, non. Les chanteurs, c'était Bertrand Cantat, même si après, c'est humainement, tout le monde peut en discuter, et puis on a chacun un avis. Hein, c'est-à-dire, moi, je ne me positionne pas à la radio. Non, là, on va pas en parler. Mais c'est-à-dire, c'est comme pour Michael Jackson. Moi, avec les histoires qu'il y a eu, j'ai du mal à écouter parce que voilà. Mais de l'autre côté, c'est un peu, on me dit, qui c'est qui a écrit Beat It et Sonic 3, je vais pas dire, tiens, c'était Prince. Tu vois, c'est là, de vouloir enlever le nom de la personne qui a créé le truc, ça ne rime à rien, quoi. Mais, et du coup, juste pour compléter, ajouter un truc sur J.K. Rowling, en fait, le souci qu'il y a, que les gens jugent qui est problématique sur Harry Potter, c'est que sur les ventes de Hogwarts Legacy, elle va toucher des royalties, forcément. Et en fait, alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? J'avoue que je ne maîtrise pas assez le sujet pour ça. Il paraîtrait que J.K. Rowling, encore une fois, c'est peut-être du gros complotisme, c'est possible, mais qu'elle finance des trucs, entre guillemets, anti-trans, justement,
avec ses fonds perso. Et donc en gros, c'est si vous achetez ça, il y aura une partie de l'argent qui va partir à J.K. Rowling, et donc une partie de cet argent va aussi servir à financer des trucs anti-trans. Là, on rentre dans un autre débat, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est nature et découverte, financer les sectes et tout ça, c'est le même projet. Non, mais c'est des trucs où on a entendu ça pendant des années, on sait pas si c'est vrai ou pas. Alors, je pourrais remercier ma femme parce que du coup, je suis vachement informé parce qu'elle me vrille le crâne avec ça. En fait, ce qui s'est passé pour l'histoire là, c'est qu'il y a des centres qui accueillent les femmes qui ont subi des violences conjugales. Jusque-là, il y a des trucs qui sont créés par l'État écossais, de mémoire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis à la tête de ces centres de personnes victimes de viol, ils ont mis une personne transgenre qui a gardé le service 3 pièces. Et du coup, les femmes qui sont là-bas, qui ont subi des violences, ne se sentent pas en sécurité. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a placé son argent pour ouvrir un centre privé pour accueillir les gens qui ont été victimes de violences sexuelles. Si tu dis n'importe qui, J.K. Rowling, t'as ouvert un centre pour accueillir les gens qui ont été victimes de violences sexuelles avec tes fonds, je vois pas où le problème en fait. Oui. Juste la différence, c'est qu'elle a ouvert ses fonds privés, comme ça on lui imposait pas, on impose personne à la tête. Là, ils ont imposé quelqu'un, parce que la législation en Écosse par rapport aux personnes transgenres est un peu floue. Elle a dit c'est privé, donc je mets qui je veux à la tête de l'établissement. Et si j'avais été victime de violences, je sais que j'aurais peut-être du mal de me retrouver en face de quelqu'un, d'un homme quelque part, c'est-à-dire même après s'ils s'identifient en tant que femme, après c'est un autre débat, tu vois. Mais le problème, c'est que le débat est tronqué dans le sens où on va pas donner l'intégralité de l'information. Là, pour l'instant, on parle de quelqu'un qui a ouvert un centre pour accueillir les femmes victimes de violences. Et pour ça, elle est transphobe. Ouais, mais elle a quand même fait quelque chose de bien. Enfin, tu vois, la frontière est mince, quoi. D'ailleurs, selon le Spunk, c'est apparemment ce dont on parlait, c'est fake. Bon. Okay. Tu peux remonter juste un petit peu, parce que je vois, il y a eu avec la souris, Jay, s'il te plaît. Parce que du coup, je ne peux pas lire ce qui était écrit juste avant. On va vous lire un peu dans le chat. Là, alors, remonte-moi encore un peu. Ok, donc c'est bon. Le SPNK qui dit, oui, Yako, je peux pas lire ce que tu dis, évidemment. Les devs ne sont pas responsables des propos de Rowling. L'équipe de dev a également licencié un employé qui tenait des propos déplacés contre la communauté LGBT. Donc bon, je trouve qu'ils se prennent un shitstorm pour rien. Chronica qui parle aussi de Céline, des livres très beaux, mais le mec était un putain de raciste. Voilà, si on devait boycotter à chaque fois qu'il y a une histoire, on n'aurait pas fini. Imaginez si on devait boycotter Diablo et Code à cause de Blizzard. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont opposé ça en disant oui, mais ça c'est un argument de merde. C'est comme toujours dire oui, c'est toujours opposé. Mais regarde à côté, ils font pareil et tout ça, c'est pas parce qu'ils font de la merde à côté que voilà, Blizzard ils ont fait des bêtises aussi parce que non mais même chez Riot, chez Blizzard et même je pense après dans tous les studios, vu que c'est un milieu 95% de masculin, les nanas forcément. Il y a des histoires aussi là-bas. Mais oui, il y a eu des trucs de harcèlement moral, sexuel et compagnie. Et dans une boîte où t'as que des mecs, fatalement, à un moment, chez Ubi, ça a été pareil. Il y a un parti socialiste aussi. Comme dit Sima, dommage que toute cette réaction se porte sur elle, alors qu'on a d'autres cas plus graves que des mots. Encore une fois, oui, c'est ça. Il faut pas faire comment dire gamme. Ouais, non, il faut pas faire une échelle de qu'est-ce qui est le plus grave. Voilà, c'est ok. Toutes ces propos, problèmes et tout sont graves partout. Soit on boycotte tout le monde, soit on boycotte personne. Mais dans ce cas, on peut pas faire une échelle de valeur entre qu'est-ce qui est le plus grave entre de la transphobie ou des agressions sexuelles ou du comment ils appellent ça le frat non pas le frat pack. Tu sais c'est la bro-culture. Ouais, la bro-culture quoi, tu vois. Ouais. Moi, je sais que j'ai tendance à me gonfler quand on me dit tu devrais boycotter ça, sinon t'es un connard. Déjà, je boycotte ce que je veux, tu vois, c'est-à-dire comme je parlais avec Michael Jackson, bon, maintenant j'en entends, je suis content, mais si j'en entends pas, ça passe aussi. Après, voilà, il a jamais été jugé, donc pareil, encore une fois, c'est très très personnel. Pareil pour Bertrand Cantat, moi je sais que j'étais jamais un gros fan de Noir Désir, je connais des gens qui adorent, je peux leur dire, tu devrais pas écouter ça, chacun voit son truc. Mais après, quand on va me dire, si tu fais ça, tu cautionnes. Écoute, déjà, je suis pas un énorme fan de J.K. Rowling, c'est-à-dire, je suis juste neutre, c'est-à-dire Harry Potter, je trouve que ça a amené plein de jeunes vers la lecture, donc en ça c'est quelque chose de très valorisant. Après moi je rentre pas forcément dans l'univers pour X ou Y raison, déjà le fait que je ne lise pas, ça aide pas beaucoup, tu vois. Ça s'entendait. Ouais, bien sûr, ouais. J'ai du mal avec les mots. Non mais la question en fait autour de tout ça... Est-ce que tu veux politiser, c'est ça ? Oui, c'était ça, la question c'était est-ce que le jeu est devenu trop politique ? Dans le sens politiser, c'est politique dans le sens large du terme, est-ce que le jeu vidéo il devrait pas être éloigné de certains sujets ? Ça me rappelle un jeu en 2004. Un grand penseur a... oui, alors oui. On en reparlera plus tard. Mais un grand penseur a dit il n'y a pas si longtemps, il ne faut pas politiser le sport. C'était Emmanuel Macron. Et bien sûr, Emmanuel Petit. C'est bien sûr absolument faux. Et en fait, il ne faut pas le politiser parce que ça l'est déjà en fait. Et c'est comme
c'est comme oui, tu peux limite le rapporter au sport et c'est je sais pas, un studio qui va être propriété, je dis n'importe quoi, de la Chine, par exemple. Tout comme TikTok, tu vois, c'est politisé parce que TikTok, c'est de la merde chez nous, mais chez eux, c'est un réseau très bienveillant. Ça appartient aux Chinois, mais eux, ils l'ont pas chez eux. Ils ont mis un truc. Ils ont un vrai réseau intéressant, on va dire. Chez nous, c'est de la merde. Et donc, dans ce sens-là, je le compare pas à un jeu vidéo, mais vous m'avez compris, c'est un réseau de communication aussi. Et du coup, pour les jeux vidéo, tu peux aussi, effectivement, un studio peut faire passer un message... justement, là, ils font passer un message sur l'inclusivité par rapport à Sirona. Je sais plus ce que c'est le nom. Williams, un truc du genre. Hein Sirona Williams. Il l'a pas voulu, il l'a même pas voulu. Ah putain, je crois que c'était exprès. Non, mais c'est... Non, c'est un nom très court. Mais peu importe. Mais oui, voilà, tu fais passer ton message et tout, bienveillant ou pas bienveillant, et après, ça, les gens jugent. T'as sûrement des jeux qui ont prôné... je sais pas, l'antisémitisme, il y en a forcément. Après, ils sont minoritaires. Hein. Oui, non, mais voilà. Faut savoir coder. Mais c'est surtout qu'ils sont. Après, ils sont cut, par exemple, des plateformes ou j'imagine ou des choses comme ça. Mais dès que t'as un jeu sur du viol sur Steam, une heure après, il est supprimé. Ouais, voilà. Et tu peux pas empêcher en fait les studios, ou les mecs de faire passer plus ou moins intelligemment des messages politisés ou politiques. Et en fait, il faut juste que ces messages soient pas là parce que la pression populaire leur a dit de le mettre. Parce que t'as beaucoup de studios qui mettent, qui par exemple vantent leurs nouveaux jeux inclusifs, tu vois. Ah oui. Mais c'est pas parce que c'est leur volonté à eux, c'est juste parce qu'ils ont bien vu que s'ils le faisaient pas, il y a des gens qui vont dire mais vous l'avez pas fait. Oui, après tu te coupes déjà une partie de la population entre guillemets, et tu t'exposes à des trucs, mais moi le truc qui m'avait un peu attristé à l'époque, c'est Ubisoft. Alors attristé dans le sens où tu vois bien que les joueurs, ils réfléchissent pas toujours. Tu vois, certains joueurs. C'est Ubisoft qui commençait à mettre au début de tous ces Assassin's Creed, ils ont commencé à mettre le carton au début du jeu. Le jeu a été créé par une communauté apolitique, aux croyances diverses. En gros, c'était pour dire on n'est pas pour les Templiers, on n'est pas pour les croisés, on n'est pas antisémite, on n'est pas machin, on n'est pas bidule. T'es obligé, tu vois, c'est ce que JDG dit souvent maintenant dans ses trucs, il dit il enlève plein de vannes, ou alors quand il fait une vanne, il est obligé de tout de suite de faire un spoiler alert derrière, enfin un trigger warning. Non, je ne le pense pas. Évidemment que je ne pense pas, tu vois. Mais alors oui, de toute façon, oui, c'est les dérives de c'était mieux avant, et tout comme le Club Dorothée, c'était des trucs qui passeraient plus jamais maintenant et tout. C'est parti. Oui, non mais voilà, et du coup effectivement, alors c'est malheureux effectivement parce que en fait c'est un peu entre deux, parce que tu te dis je devrais pas avoir à le faire, mais enfin tu te rends compte aussi que les gens de manière générale sont beaucoup moins on va dire éduqués et au courant des choses, et du coup ont moins le sens de l'humour peut-être, ou des choses, ont moins de recul, et en fait oui, tu te retrouves obligé à faire ça si tu veux un minimum vendre ton truc, quoi. Mais oui, de toute façon c'est malheureux. Enfin, moi j'avais parlé avec un journaliste de jeux vidéo il y a pas longtemps qui m'avait beaucoup intéressé, c'est que maintenant les gens cherchent beaucoup les arguments pour lesquels ils sont déjà d'accord. Ouais. Et donc le problème c'est qu'après tu te retrouves avec un shitstorm de mecs de clusters de gens qui disent de toute façon on est indignés, donc on va foutre la zone. Et c'est des gens qui ont absolument déjà le temps de le faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de travail, pas autant, qui sont derrière leur ordinateur et qui ont le temps de s'indigner. C'est-à-dire moi quelque part je travaille avec des cons toute la journée. T'es transphobe. Non, je travaille avec lui. Pourquoi ? J'ai pas le choix. Tu vois, c'est-à-dire au bout d'un moment, on a tous des valeurs différentes, des trucs comme ça. Et je pense que pour la politique du jeu, déjà que le jeu devienne politique, ça lui donne une valeur. Dans le sens où les livres ont été politiques, la musique a été politique. Si le jeu vidéo devient politique, ça veut dire qu'il a une valeur culturelle. Comme dirait Ubisoft tout à l'heure, ça prouve qu'il est dans le débat démocratique. Dans le débat public, bien sûr. Et après, un jeu qui te fait réfléchir, un jeu où tu en sors grandi, c'est fantastique. Mais après, ça doit pas être le but de départ du jeu. C'est-à-dire que quand Victor Hugo a écrit Les Misérables, il y a plein d'attaques pour le gouvernement de l'époque, mais est-ce que c'était le but du truc ? Il dit non, je vais écrire une histoire sympa, je vais essayer de me faire un peu de sous avec, et si j'arrive à délivrer un message, c'est bien. Mais si ton truc c'est juste le message en disant, par exemple, tu fais un jeu qui s'appelle Parti Socialiste Stimulation, il y en a. Il faudra nous donner les liens ou les clés Steam. Mais voilà, effectivement, maintenant il y a beaucoup d'entre-soi avec de gens, on pense qu'ils sont nombreux parce qu'ils braillent beaucoup. Mais est-ce que c'est si le boycott avait marché, de toute façon le jeu n'aurait pas marché. Voilà. Après le truc c'est, moi on m'a toujours dit quel est le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Il faut voir le nombre de gens qui en ont rien à foutre de ce qui se passe au niveau du débat. De toute façon, c'est toujours le truc aussi,
c'est l'effet loop des, on va dire surtout sur les RS, des médias, où t'as les mecs, voilà, et t'as les mecs qui chouinent et tout, et tu vois que ceux-là, parce que de toute façon, ceux qui sont satisfaits, ils vont pas le dire. C'est juste satisfait, donc tu vas pas aller te plaindre ou que ce soit. Donc c'est insupportable cette époque. D'accord. Non mais des fois, comme dit Simanishiki, les jeux vidéo ont une portée politique, exemple les MGS, Detroit Become Human, je suppose. Le vrai enjeu, c'est plutôt de savoir quel groupe s'engage quand et pourquoi, et là ça change du tout au tout selon le sujet. Le jeu est politique selon Yako. On pourrait continuer ce débat, malheureusement on n'a qu'1h30 d'émission. On pourrait continuer ce débat très longtemps. Mais au cas où, Hogwarts Legacy, c'est si on est totalement out du débat. Tu veux juste jouer à un jeu et passer du bon temps et tout, il est très correct, quoi. D'accord. Clairement. Après, on peut parler de plein d'autres jeux. Il y a des jeux qui sont aussi politisés dans plein d'autres jeux. Sauf Wolfenstein. Là, on parle de transphobie et tout ça, mais après, il y a des jeux qui sont politisés. Par exemple, dans Watch Dogs Legion, le Brexit était au cœur du jeu et quand ils l'ont sorti, il y a eu un appel au boycott à l'époque en mode vous voulez jouer à ça, vous allez perdre des joueurs. Le jeu n'a pas marché parce qu'il était mauvais. Il y a déjà pas beaucoup de joueurs. Voilà. C'était quel jeu ça? Watch Dogs Legion. Ah, oui. Donc voilà, ça parlait du Brexit et ça, c'était un peu anti-Brexit, on va dire, parce que ça montrait le Brexit en mode si l'Angleterre sort de l'Union Européenne, ça va être la catastrophe, ça va être l'anarchie et tout ça. Parce qu'on doit dire d'alerte rouge. Hein. Oui, non mais après il y a le jeu en effet est politique depuis 30 ans, 40 ans, diverses façons. Il y a eu des appels au boycott de très nombreuses manières et depuis le début. On parlait de Carmageddon. Carmageddon, évidemment, où on a dû mettre du sang vert dedans en disant c'est des zombies, donc ils ont du sang vert. Un autre jeu de 2004, mais qui se fera l'objet d'une nouvelle chronique. Et tout comme, d'ailleurs, je reprends l'exemple de la Chine. A-Trade aussi. Mais l'exemple de la Chine, t'as pas droit, c'est pour boucler tout leur message politique et compagnie, et leur éducation, c'est que vous savez sûrement, mais t'as pas droit de montrer des chairs décomposées à l'écran en fait. Donc quand t'as genre sur les WoW et tout ça, au lieu d'avoir des squelettes et des zombies, ils ont des cercueils directement. Ouais. Et c'est fou en fait ce que tu. Et puis Blizzard est obligé de baisser le froc pour ça quoi. Mais ce que tu peux faire passer ou empêcher de passer et tout, c'est complètement débile. Mais donc oui, c'est que ça a un impact sur les gens, la culture et tout ça quoi. Donc, Yako Mélenchon avait même un jeu en flash pendant ses campagnes. Macron a fait aussi un mode Minecraft pendant sa campagne. C'était qui le type du modem là, le centriste? Bayrou, il avait fait un truc avec le Konami Code sur sa page d'élection. C'était vraiment fantastique. Le Konami Code. Ouais, tu tapais le Konami Code et t'avais un jeu. Si tu faisais avec ton clavier le Konami Code en tapant au bas. Le Konami Code, je croyais le Necronomicon. Non, mais c'est pour ça qu'il a perdu. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet globalement. Comme je terminerai par ça, comme disait Alfie Brown dans The PlayStation Dream World en 2017, il estime que le jeu vidéo est profondément politique, principalement progressiste et de gauche. Je vous laisse avec cette citation. Malheureusement, on n'a pas le temps d'aller plus loin. En plus, je voulais parler aussi du Nintendo Direct. On a déjà 15 minutes de retard, donc on va le faire très rapidement. Un tour rapide. Je vous laisse, allez-y les gars. Des annonces, on va faire juste un tour rapide des annonces de la Nintendo Direct du 8 février. Qu'est-ce qu'on en retient? Pikmin 4, première image de gameplay. 24 juillet, pour ceux qui veulent la date. 21 juillet sur Switch, avec l'arrivée du Pikmin de glace notamment. Ouais, et du chien. On a revu. Pas mal, c'est pas vrai, c'est bien Pikmin. On a revu le platformer en solo et en coop A4 Disney Illusion Island le 28 juillet, le visual novel Tron Identity, une exclue console sur Switch en avril. Il y a eu Professor Layton aussi, en effet. Retour sur Switch dans un Londres pendant la révolution industrielle, sans doute. 4 ou le 5, je sais 2024. Je crois que c'est le 4 parce qu'il y en a eu un espèce de spin-off de Professor Layton. Surprise, l'annonce du thriller à énigmes en HD Ghost Trick Detective Phantom de Capcom, un remaster d'un jeu DS et iPhone en 2010. Qui coûte cher d'ailleurs sur DS pour ceux qui le trouvent. Ouais. Mais c'était sympa comme tout. Donc en gros, Cicel, un fantôme naïf et amnésique qui est mystérieusement bloqué dans l'au-delà sur Terre, donc dans une aventure point and click d'enquête, de puzzle, tout ça, il doit découvrir des indices sur sa propre mort. De son côté, il y a Dontnod qui annonce Harmony the Fall of Reverie pour une sortie en juin 2023 sur Switch, mais aussi sur PC, PS5 et Xbox. Les joueurs auront la possibilité de voir l'avenir, de prendre leurs décisions en conséquence et de rétablir l'équilibre entre le monde et la rêverie. Côté remaster, on en parlera tout à l'heure dans la rubrique Café 80, il y a pas mal de choses avec notamment Wheel of Katamari. Et puis enfin le studio québécois Sabotage Studio qui annonce son RPG Sea of Stars pour le 28 août avec une démo gratuite qui est en ligne actuellement sur Switch. Et un jeu prévu aussi sur PC et PlayStation. Inspiration très rétro à la Chrono Trigger. Avec le compositeur original du jeu d'ailleurs qui est dedans.
Quel jeu tu dis que je le réserve? Sea of Stars, RPG, combat au tour par tour, système de groupe dans lequel vous pouvez contrôler jusqu'à 6 personnages. Sort quand ça? Ça sort en juillet, qu'est-ce que je viens de dire? Juillet 28 août, et la démo est déjà en ligne sur le eShop. Non, vous ne me voyez plus cet été. Et ben voilà. Bah, donc il y a Zelda aussi également, le Metroid. Oui, bah après il y a eu des trucs qu'on connaissait déjà. Question HS, Octopath Traveler, on peut y jouer sans avoir fait le 1. Alors j'ai pas trop de news parce que le 1, il y avait une démo à l'époque parce qu'il voulait un petit peu faire découvrir le titre. Maintenant le 1 il est un petit peu sold out un peu partout, donc il devient cher sur internet. Et j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes personnages, donc j'ai l'impression que c'était totalement séparé aussi. Il me semble, parce qu'en général c'est même sur les Final Fantasy entre le 7 et le 8, ça les dérange pas que ça se sépare. Donc je pense honnêtement que ça va être de nouvelles histoires, sachant qu'en plus chaque personnage a son histoire à lui. Vont devoir écrire quelque chose, donc à mon avis je pense qu'on pourra faire le 2 sans avoir fait le 1 sans souci quoi. Sinon le 1 est toujours disponible sur Steam de mémoire. Café 80. Oh my god, we're doomed! Avec GameTrip.net. Hey, look, listen! GameTrip.net. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Et on va faire un petit point aussi sur le rétro gaming, évidemment, comme à chaque émission avec le Café 80. De quoi? On a perdu de G, tu vois. Non, je vais me taiser pendant Nintendo. Sur le rétro gaming, ça devrait aller, je pense. Du coup, côté Nintendo direct, on va commencer par ça. Il y a eu pas mal de vieux machins qui sont revenus sur le devant de la scène. Notamment un Wheel of Katamari Reroll plus Royal Reverie chez Bandai Namco, qui sortira le 2 juin sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Version remaster donc du jeu de 2005. Aussi on a déjà parlé lors des précédents leaks. Il y a Baton Kaitos 1 et 2 HD remaster. Les deux RPG dans un coffret collector. Le RPG 2 est jamais sorti en France. GameCube. Ouais du coup bonne occasion de les tester. Ça sera en exclu Switch. Et surtout Metroid Prime Remastered. Saga en fin de retour sur la console de Nintendo avec ce remaster HD qui est sorti le 8 février dernier. Réédition du jeu GameCube encore une fois. De 2002, grand plaisir donc pour les fans de revoir ces vieilles licences, n'est-ce pas? Bah oui, après Metroid, mais bon, je l'ai sur GameCube donc je vais pas le racheter, tu vois. Bah oui, non, après c'est sûr que c'est toujours pareil, c'est ceux qui connaissent déjà et qui adorent cette licence l'ont déjà en général. C'est vrai qu'on a tendance à dire, ah tiens, ils prennent les vieux pots, mais quand on regarde Mario All-Star sur Super NES, c'était pour ceux qui l'avaient pas fait sur NES. Donc après, il y a toujours des générations de gens qui vont découvrir peut-être des titres qui étaient. C'est bien quand si les jeunes le découvrent. Moi, c'est vrai que je suis assez. J'aimerais bien qu'il y ait des nouveautés aussi un peu de temps en temps, quoi. Donc Nintendo, au passage, qui s'est pas arrêté là, puisqu'il la grosse annonce de la Nintendo Direct, c'est aussi l'arrivée des consoles Game Boy et Game Boy Advance sur la Switch Online, donc le programme d'abonnement au réseau, d'émulation, avec nouveau catalogue. Alors la Game Boy sera dans le programme de base, mais la GBA, ce sera dans le pack additionnel qui avec la 64 et la Mega Drive, plus cher. Alors pour les débuts, on aura sur Game Boy Alone in the Dark, The New Nightmare, Game & Watch. Il y a Alone in the Dark sur Game Boy. Ouais, il y en a un New Nightmare, il est sorti, je sais plus, en 2004 ou 2005, je crois. Game & Watch Gallery 3, Gargoyle's Quest, très bon jeu. Excellent jeu. Kirby's Dream Land, évidemment, Metroid 2, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, Tetris, Zelda Link's Awakening DX, le jeu que Yako adore, je crois. C'est moi qui adore aussi, mais je pense qu'on est plusieurs à l'adorer. Wario Land 3 aussi, et puis sur GBA, il y aura Kururin. Ah oui, c'est un des premiers jeux qui était sorti. Ouais. Mario, c'est le refrain de Bratislava Boys, ça non? Mario et Luigi, c'est drôle. Mario et Luigi Superstar Saga, Mario Kart Super Circuit, Super Mario Advance 4, Legend of Zelda The Minish Cap et WarioWare Inc. Voilà. C'est quand même des excellents titres de Game Boy. Hein. Ouais, pour le coup, c'est très bon. Oui, si c'est gratos avec le réseau, c'est cool. Si c'est en supplément, ça fait chier. Mais... Pour le coup, c'est les GBA, donc c'est le plus cher. Ah ouais. Voilà. Bah, après, c'est des bons titres. Hein. C'est des bons titres. Le Spunk qui me dit Sea of Stars est bon, j'ai testé la démo, j'ai bien accroché, celui qu'on parlait tout à l'heure, le RPG, un peu d'aspiration, Chrono Trigger. Ouais, la démo est je crois que c'est une excuse Switch. Ouais, moi je vais regarder alors tout à l'heure. Link's Awakening, meilleur jeu Game Boy, bah oui, évidemment. Je confirme. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup dans le rétro? On a Channel 3 Records qui vient d'ouvrir les précommandes pour une sortie vinyle de l'OST de Super Dodgeball. Je sais pas si tu connais, c'est le jeu de balle aux prisonniers. Ah oui, c'était sur NES, c'est ça? De quoi? Je crois que je connais ça. Ouais, c'est sur NES, non? Ouais, sur NES, c'est ça. Donc ils sortent une édition vinyle. Ils ont assez pour faire du vinyle avec ça? Bah apparemment, édition vinyle de la musique composée par Kazuo Osawa. Un seul disque vinyle disponible en 4 variantes de couleurs. Alors du coup, comme ils ont pas beaucoup de trucs, ils font 4 variantes différentes. C'est un classique. Moi j'avais acheté les vinyles à l'époque et puis j'ai arrêté parce que c'est la même chose que les jeux. C'est très joli, mais c'est vraiment marché de niche, quoi. C'est-à-dire tu les achètes et tu les vends aux mecs qui sont comme toi. Alors ça coûte combien? Ça dépend, entre 25 quand c'est pas cher jusqu'à 50-60 balles en général. C'est $36 pour mai 2023, voilà, si vous voulez
C'est un beau petit coffret, encore une fois, un petit truc. Oui, pour celui qui a la passion de Super Dodgeball, ça fait sympa. Hein, mais exactement. En fait, faut les laisser sous le blister, faut pas les écouter. Vous allez être déçus. Comme ça, vous les revendrez 600 $ dans quelques années. Ouais. On termine par une petite news aussi presque rétro, puisque c'est Escape from Norwood, un jeu indépendant d'aventure en mode textuel, malheureusement dispo que sur mobile actuellement. Michael, le développeur de Singular Works Studio, nous a envoyé le jeu. Il nous explique que le jeu rappelle la profondeur d'un jeu d'aventure textuelle à l'ancienne, mais via une interface moderne où l'on se déplace librement à travers une ville qui vit sans attendre nos actions. Yako l'a testé et devait faire un petit retour, mais malheureusement il n'est pas là, le bougre, peut-être bloqué dans ses toilettes. Pardon, son bureau dédié au test, je voulais dire. Donc voilà, ça s'appelle Escape from Norwood. Vous pourrez vous faire un avis par vous-même, c'est sur iPhone et Android. Et TG de la part de Gyako évidemment dans les commentaires. C'est normal, Skilltarn, on remercie les remasters des vieux RPG qui évitent de débourser 200 € pour la version originale. Mais il a raison, hein. Bah oui, en même temps, c'est un peu le but, hein, j'ai envie de dire. Donc si ça fait plaisir à certains pigeons, à certains joueurs, y a pas de souci. Et Skilltarn, tant que t'es là, on va t'appeler dans quelques instants puisqu'on va passer au gros beat. On a presque pas de retard, c'est magnifique. C'est vrai ? Ouais, en vrai, bah là j'ai rushé pour les 2 derniers trucs, donc ça va, on a 4 minutes de retard. Okay. Et on va passer au gros beat, évidemment, pour la fin de cette émission. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros beats. Vous pouvez répéter la question ? Les gros beats. Excellente réponse. Skilltarn, est-ce que tu es là ? Non. Oui. Oui, il est là. Incroyable, c'est fantastique. Il était mute. Je suis là, on m'entend ? Oui, on t'entend. Est-ce que tu nous entends aussi ? Est-ce que tu nous entends ? Oui, alors c'est qui le pigeon du coup ? J'y vais, vas-y, dis-moi. Je sais pas, c'est Yako, il est pas là, comme ça je peux. D'accord. Alors, les gros beats, évidemment, c'est comme les grosses têtes, mais avec des petits beats. Le concept est simple, je te regarde, Jay, évidemment, quand je dis ça. Le concept est simple, une série de questions. Chacun son tour, 1 point si vous trouvez. Cette fois, attention, tous les bros jouent pour eux. Il n'y a pas d'équipe, c'est un battle royale jusqu'à la fin de la saison pour définir qui devra payer son tacos. Chaque édition aura une thématique comme toujours. Cette semaine, on a parlé des sujets de société, globalement de la politique dans les jeux vidéo. On va prendre la thématique la plus souvent débattue dans ce sujet, c'est le sexisme dans les jeux et les questions autour des genres et du sexe. J, 3 points. Yako, 3 points. Jack, 2 points. Yako, donc c'est Skilltarn qui joue pour Yako aujourd'hui. Après avoir joué pour Jack et avoir... En fait, on aurait pu appeler Yako. Je vais faire tout le monde. Ouais. De quoi ? On aurait pu appeler Yako finalement. On aurait pu appeler Yako, c'est vrai. Non, mon avis, c'est le stress. On est un peu con parce qu'il est là en fait. En plus, je crois qu'il a gagné, Yako, il ne fallait pas 3 points lui. Yako a gagné la saison dernière. Oui, d'accord, mais du coup. Non, il a dit justement. Attends, Skilltarn est là maintenant, on va pas t'appeler Yako, enfin. Bah non. Enfin, c'est trop tard maintenant. Maintenant, c'est Skilltarn qui va te faire perdre des points. Yako, trop tard, c'est moi qui vais te faire un point. Après, je pense que tu peux peut-être l'aider via le chat. Ouais, tu pourras l'aider via le chat. Allez, Jay, il a 3 points, Yako, il a 3 points, et Jack, il en a 2. Et à la fin, il y aura évidemment la question bonus subsidiaire. Première question, ce sera pour Jack. Comme d'habitude, on fait d'abord celui qui a le moins de points. 42. Non, ça c'est la réponse à tout. Quel est le plus grand regret du concepteur Toby Gard de Core Design ? Et évidemment, il y a 4 propositions. Cette personne, donc Toby Gard de Core Design, c'est lui qui a oublié de mettre une armure à un personnage féminin de Heimdall 2 en 94, lançant ainsi la mode des bikinis en côte de maille pour les filles dans les RPG. Quelle andouille. Est-ce que c'est lui qui, à la sortie de Chuck Rock en 91, a dit que ce n'était pas parce que le personnage tirait sa femme par les cheveux dans une grotte qui n'était pas féministe pour autant? Quel fifrelin. Ou est-ce que c'est lui qui a ripé sur le clavier et a mis 150% pour le tour de poitrine de Lara Croft en 96, alors qu'à la base il avait mis 50% car il voulait pas en faire un fantasme? Quel couillon. Ou alors c'est lui qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, ce sacré Toby Gard. Sacré Toby Gard. Voilà. Ok, moi c'est la ref. Ouais, c'est bien. France Gall, si nous entend. Mais Ah, il l'a. Ah, Yako, il l'a. Ouais, bah, t'as le droit, MP-moi la réponse. Alors. Bah, je dirais que c'est entre. Non, c'est faux. Attends, je vais demander le 50-50. Moi, je dirais que c'est entre le 1 et le 2. Entre le 1 et le 2 Ouais, ah, mais attends, il y a que 3 réponses? Non, 4. Bah, 4. Il y avait aussi C'est ce sacré Charlemagne. Non, mais j'ai pas entendu la preuve. Ah, bah, il y avait les bikinis en côte de maille. Chuck Rock. Et c'est lui qui a mis les gros seins à Lara Croft. Ok. Je pense que je sais ce que je réponds. Ouais. Bah, du coup, je vais déjà faire le 50% entre le 1 et le 2, et si c'est le 3, comme ça, je peux déjà être éliminé, tu vois. Bah, je te dirai rien. D'accord, fantastique. On n'a pas de Joker. Pas de Joker. J'aurais dit l'histoire avec Heimdall 2, elle me plaît bien, moi. Elle te plaît bien. Ouais, moi aussi, elle me plaît bien. Ah, elle me plaît beaucoup. Mais c'est faux. Parce que c'est lui, en fait. C'est en effet lui qui. Exactement, Yako, c'est en effet lui qui a ripé sur son clavier et qui a mis 150%.
autour de poitrine de Lara Croft, alors qu'il voulait justement mettre moins que d'habitude pour pas que ça devienne un fantasme masculin. Cet homme est un héros. De toute une génération. Hein. Ouais, mais c'est son grand regret en effet. Forme plusieurs générations. Grand regret, oui. Ça aurait pu être Choc Rock aussi. Ça aurait pu, mais tout est faux. Tous les autres trucs, c'est des conneries que j'ai écrits. C'était bien écrit. Merci. Deuxième question. Alors, ça t'auras pas un point plus sur ça. Deuxième question pour Jay. Yohei Shimbori, ouais, c'est un pote. Ouais. le directeur de Dead or Alive, a reçu des plaintes de la part des fans de la série suite à la démo de Dead or Alive 5 à l'époque. Pour quelle raison? Petit A, parce que les personnages n'étaient pas assez dénudés. Petit B, parce que les seins des personnages n'étaient pas assez gros. Petit C, parce que la voix des femmes n'était pas assez féminine. Ou petit D, parce que la tirade de Tina Armstrong sur l'institutionnalisation post-métaphysique laissait entendre que Cornelius Castoriadis avait un héritage hégéliano-martien. Alors ça a jasé dans les chaumières. Le 4. Je pense que c'est le 4 moi aussi. Mais je suis pas... N'importe quelle réponse, ça va être sympa. Ouais, j'hésite entre la 1 et la 2. Ouais, moi, je me suis fait niquer tout à l'heure avec ça. Mais la 2 est quasiment pareil que la 1 finalement. Mais je pense que c'est focus sur les boobs, donc la 2. Ah, tu crois qu'il y a une thématique boobs en fait dans l'émission, dans le non. Ah, d'accord. Non, pas. Comme ils sont Dead or Alive, ils sont quand même bien à fond là-dessus. Ah bah ils sont plus qu'à 150% je crois. Mais c'est ça. C'est ça, en effet. Les seins des personnages n'étaient pas assez gros. Et il a reçu des centaines de plaintes en disant que voilà. Salut, ça a commencé l'émission d'Itourch. Des centaines de plaintes. Oui, des milliards de plaintes, je crois. Et ça a commencé? Non, ça, non. Il a gagné, en fait. On va le laisser. J'ai oublié de faire sa chronique après. J'ai oublié d'enregistrer encore une fois. Ça de vrai. Putain, quel blaireau. Allez, dernière question cette fois, c'est pour Yako / Skriltal. Yako, il a gagné. Attends, oui, il a gagné. J'ai gagné un point moi. Skriltal, t'as le droit de te faire aider dans le chat par Yako. Bien sûr, Yako allume le message privé. Tu vas m'aider. Yako allume Google. Il a déjà la réponse, c'est ça? Voilà, c'est ça. Elles étaient pas assez dénuées. Et non. Mais vous êtes en retard de si longtemps là. Ouais, pour les amateurs, il y a des patchs sur la Xbox 1 pour. Enfin bon, bref, on en parlera plus tard. Oui, c'est vrai. Ce qui était un régal. Bref. Très bien animé. Bref. Bien avant la polémique Hogwarts Legacy, les personnages de Roxy et Poison dans Final Fight en 1989 ont été les premiers personnages transsexuels du jeu vidéo. 89, hein. Mais pour quelle raison insolite? Car la raison est insolite. Le président de Capcom était lui-même la première personne transsexuelle du monde des dirigeants du jeu vidéo et voulait des personnages pour le représenter à l'époque. Donc on parle de 89. Nintendo avait demandé à Capcom d'intégrer des trans car une étude de marché avait été mal traduite et affichait un public cible comportant 30% de trans. Voilà. Réponse C, Nintendo avait interdit le jeu à Capcom car on tapait des femmes et Capcom a répliqué que c'était pas des femmes. Ou réponse D, Twitter avait lancé le hashtag boycott Capcom suite à une interview sur BFM du président de la société qui avait dit que les trans c'était pas top. Bien mais pas top. Ah oui. Donne la note de 11 sur 20. Pas ouf. C'est 7. Ouais, de toute façon. Est-ce que tu as une idée? Pas trop, mais enfin, pas la 1 et la 4, ça j'aurais dit comme Yako, moi. Du coup, je serais soit parti sur la 2 ou la 3. Pas la 1, pas la 1. Tu es transphobe? Pourquoi pas la 1? Mais non, je pense qu'on devrait boycotter Skritard. Ça me semble un peu gros quand même. C'est vrai, on est en 89, c'était un peu gros, d'accord, tu le dis. Je serais presque tenté de vouloir fâcher Yako et dire la 2 juste pour valider ce qu'il dit dans le chat. Ah bah dis la 1 si tu veux le fâcher. Je vais partir sur la 3 du coup pour le rejoindre. Partir sur la 3 et tu as raison. Et tu as raison, Capcom avait fait taper des femmes, Nintendo avait interdit le jeu et Capcom a dit bah du coup c'est pas des femmes en fait, c'est parce que vous croyez que c'est des femmes mais c'est pas des femmes. Ouais. Et du coup ils ont été retirés ensuite lors du portage de la version arcade à la SNES, sauf sur la Super Famicom au Japon où c'est resté. Donc voilà, donc peut-être que vous ne l'aviez jamais vu. Qu'est-ce qui est resté? Le fait que c'était des hommes ou? Non, en fait, ils ont remis les personnages. Voilà, ils ont viré les personnages et ils ont dit non, on va pas partir sur cette polémique. Je suis en train de me faire botter le cul. Eh bien, du coup, ça nous fait quoi là? Du coup, ça nous fait 4-2. Ah bah c'est du foot. Hein. 4-4-2. Ouais. En effet. C'était la musique du stress. Mais attention, il y a la question subsidiaire qui peut vous faire gagner 2 points. Donc tu peux revenir. Et on joue cette semaine 42. On joue cette semaine pour Madame Nick Darras. Ça vaut 2 points, attention. J'en ai fait beaucoup. Lui, il me regarde, sauf qu'il est le premier à rigoler. Oui, mais il regarde, mais il acquiesce, t'as vu? Il t'a fait un. Ouais, ok. Ok. Attends, elle était balèze quand même. Non, c'est un auteur, d'accord. Attention. Monique Darras. Monique Darras. Oh, elle aurait été. Mais du coup, ça fait pas une phrase, tu vois. Mais ça fait un point en plus, peut-être.
ça fait un point en moins. on ne perturbe pas la star quand elle travaille. Bien, alors du coup la question c'est, et encore une fois ça va être une question où vous pouvez tous répondre. En 2022, tous métiers confondus du jeu vidéo dans le monde, combien de femmes en pourcent? En 2022, tous les métiers confondus du jeu vidéo. Le plus proche. Le plus proche. Et vous allez me donner un chiffre tous les 3 en même temps. Comme ça, il n'y aura pas de débat de oui, mais lui il a dit. Donc, ok, attends. Alors, en 2022, tous métiers confondus du jeu vidéo dans le monde, combien de femmes en pourcent? Je vais vous donner encore 3 secondes de réflexion. Et vous allez me dire en même temps. Attention, 3, 2, 1. 35. 31. 40%. 35, 31, 40%. Qui est le plus bas, donc c'est toi. Ouais. 31%, c'est 22%. Oh merde. Voilà. Tu vois, je pensais que c'était 22%. Ah ouais, d'accord. En France, 15% dans le dev, mais parité dans l'édition ou le support. Donc en gros, ça fait 40%. Je me suis dit, le dev c'était très bas, mais qu'il y avait un truc. Ouais. Oui, je me suis dit pareil pour le réseau. T'as pas mal de nanas qui font du réseau, c'est de J'ai l'infrastructure. pas regardé le chat, pardon Yako. Eh oui, tu as fait perdre. Pardon, ce sont Tu as des fait choses perdre qui 2 points à Yako. J'avais fait perdre un point à Jack la semaine dernière. C'est Yako Ah, qui. mais tu m'en as fait gagner un quand même, donc ça va. Mais du coup, c'est quand même Jack qui payera le tacos à la fin. C'est pas mal quand même. N'oubliez pas quand même qu'à la fin de la saison, à la fin des émissions, il y aura toujours la question subsidiaire à 64 points qui permettra de toute façon au dernier d'être premier, puisque c'est totalement bidonné cette émission. On le dira jamais assez. Et puis c'est payé par la gauche en Et plus. c'est payé par la gauche caviar même. Voilà. Le jeu vidéo est profondément de gauche. Et alors pour faire plaisir pour cette fin d'émission, je vais faire plaisir à Jay qui va pouvoir nous dire un truc. Ah ouais. Voilà. Tu sais qu'en plus ça me fait penser à l'épisode de Camelot. Oui. Tu sais oui. Voilà. Mais du coup voilà. Alors à la fin de la saison, pareil, il y a un best-of où je l'ai enregistré pendant 10 minutes en train de jouer avec les presets de la table, en faisant des trucs comme ça. J'essaierai de sortir un best-of où vous allez découvrir Jay sous un autre visage. Non pas ce visage de la droite extrémiste, mais vraiment un homme Tu t'enterres. un homme très sympa au demeurant. Merci à tous. Donc ça fait 4... Attends, t'as combien toi maintenant? 6. Ouais, 6-4-2. Allez, 6-4-2. On voit où est le papa. C'est honteux. C'est honteux. Merci à tous pour cette belle émission. On a essayé de pas glisser. J'espère que ça a été bien. Vive Georges Marchais, dit Yako. Le chat dit n'importe quoi. La prochaine fois vous pouvez m'appeler, je serais ravi de faire perdre des points à Yako. Ah bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on est parce beaucoup. que Chronica il est en train de dire qu'effectivement il était à 18% et c'était 22 je crois la réponse. Oui. Donc à un moment, est-ce que s'il cumule 10 pins, il a droit à un truc Ouais, c'est 10% en moins sur le prochain kebab quoi. Ah oui. Chroniqueur aura le droit de. Alors s'il a 10 pins, il aura le droit de venir manger les tacos avec nous. Oh putain. Ouais. Il dit ouais, j'habite à Carcassonne. Ouais, du coup il va se faire 300 balles d'aller-retour juste pour aller manger, pour lui payer la tacos à 6 francs. Tu sais qu'on le ferait. Hein. On le À 6 francs. À 6 francs. Oui. À 6 francs, oui. Mais tu sais que ça marche vachement bien ton truc de chat GPT là, de IA qui t'envoie des trucs. Ouais, des gens. T'as vu, on dirait vraiment qu'il y a des gens qui commentent. Avec des hommes politiques, des vieux des années 80. Ah, El Kabash, ok. C'est vrai que ça parle de Georges Marchais et d'El Kabash, on comprend rien. Bon, on est super en retard, désolé les enfants. On va vous libérer pour. Ah non, ça fait 4 minutes de retard. On est bien. Je suis pas un bot, c'est ce qu'un bot dirait. Hein. On va vous libérer pour aller manger. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Rendez-vous le dimanche 5 mars à 11h sur twitch.tv/JVJV. Les liens sont en description évidemment. On se retrouve très vite pour la VOD sur la chaîne JV sur YouTube. Et vous pourrez télécharger l'intégrale très vite aussi sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, merci à tous. Merci au chat d'avoir participé. Merci à vous d'avoir écouté. Merci aux chroniqueurs d'être toujours plus nombreux et fidèles. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bientôt les subs, on espère. À dans 15 jours. Bisous tout le monde. Salut. Salut. Allez, salut. Salut Skitard, oui, il est encore là. Salut Skitard. Salut à tous. Super Radio Broth.